Le deal, il est simple. C'est si je rentre, si je passe la porte, je monte sur mon vélo et je fais le show dans la soirée. Je lève la tête et là, je vois un hélicoptère au-dessus. Je dis, étonnant. Et donc, en fait, je comprends qu'il était là pour moi. J'ai été coursé par un hélicoptère. 70 soirs, je sonne chez l'habitant. On est entre le 15 décembre et le 15 mars. Donc, je sonne en plein hiver pour Noël. Voilà. Et ça a marché. Je passe le réveillon de Noël à Froid-Cul, donc vers Metz, sur une colline où il fait froid. Et puis, je passe le réveillon du Nouvel An à Beach. Je rentre en France, et là, il y a un événement marquant dans ma vie, c'est qu'en fait, je vais me faire renverser à moto. Salut Clément. Salut Antoine. Comment tu vas? Super bien, je suis en pleine forme. Moi aussi, je suis ravi, pour une fois n'est pas coutume, de te recevoir à la maison. Eh oui, j'adore. Et au micro d'En roue libre. Donc voilà, je suis ravi de te recevoir ici pour parler vélo. T'as un parcours qui est super inspirant et c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer. Petite note à nos auditeurs, sachez que nous enregistrons en vidéo ce podcast et qui sera disponible sur la chaîne YouTube En roue libre le jour même de la diffusion de l'épisode, à 18h, donc sur la chaîne YouTube En roue libre. Et j'en profite également pour vous dire que ça nous aide énormément si vous nous mettez un petit message, un petit commentaire, et si vous vous abonnez à En roue libre sur YouTube et sur la plateforme de votre choix. On compte sur vous. Merci Clément. Bon Clément, je pose cette question à tous mes invités, et chez toi j'ai l'impression que ça va quand même résonner assez fort. J'aimerais que tu nous dises comment est-ce que tu es arrivé dans le vélo? Comment je suis arrivé dans le vélo? Je vivais à la campagne, à Châteaudun, en Eure-et-Loire, dans un petit village, Crépinville. Et du coup, c'était naturel de faire du vélo. Donc, tout petit, je sais pas, je devais avoir 2 ans, mes parents m'ont offert un vélo. Et vraiment, mon entrée dans le vélo un peu décalée, un peu plus liée à ce que je fais aujourd'hui, c'est à 8 ans. C'est un rêve. Je rêve que je sais faire du vélo en marche arrière, assis sur le guidon. Donc là, tu es en train de rêver, Voilà. tu dors et tu te dis, tu rêves de... Voilà, et je me réveille, et là, j'ai cette image. Je me dis, waouh, trop cool. Je monte sur mon vélo, naïvement, je suis sûr que ça marche. Et donc, je m'assois sur le guidon, prêt à la partir à l'envers, et ben, je tombe. Et en fait, je m'accroche à cette image. Je la poursuis, je m'entraîne, de manière voilà, hyper déterminée. Et 6 mois plus tard, je sais rouler à l'envers. Mes copains veulent apprendre. Et donc, j'apprends à 3, à 4, 5 copains comme ça. Et puis, en 2000, je découvre qu'il y a un Canadien, Matthew Pointer, qui a fait 50 km assis sur son guidon. Waouh! Et là, je me dis, il faut que je le batte. Et je vais m'entraîner dans les chemins de terre autour de chez moi. Et pour le Téléthon en 2001, je bats le record du monde de 4 minutes, en 2h48 minutes et 8 secondes. Et du coup, voilà, je deviens recordman du monde. À 13 ans, je suis en 5e. Et t'es la voilà. star. Du coup, c'est marrant parce que ouais, je me rends pas compte du truc, quoi. Il y a le maire de ma ville qui vient me féliciter. Il y a tout un événement puisque c'est lié au Téléthon, donc c'est assez gros. Et ouais, c'était très, très, très chouette. Et ça, c'était, j'imagine, à la grande époque où le Guinness Book, c'était un peu la grosse ref. Ah bah oui. Ouais. Ah bah tout le monde, voilà, moi je lisais mon Guinness Book chaque année, voilà, Okay. J'étais à fond, ouais, tout le temps. Et donc t'as découvert ce truc et tu t'es dit, bon bah, ok, lui il faut que je le batte. Ouais, j'ai regardé autour de chez moi, j'ai vu qu'au niveau des chronos, j'étais capable de le battre dans des conditions assez moyennes. Et le jour J, en fait, il faisait 3 degrés en extérieur sur un anneau de 400 mètres. Donc voilà, j'ai fait 125 tours et donc ça l'a fait. Attends, 125 tours sur un anneau de 400 mètres et tu faisais ça quoi, vite? Enfin, c'était quoi la vitesse? 18 de moyenne. Okay. J'avais pris le VTT de mon père. J'avais gonflé à bloc les pneus et voilà, avec les moyens du bord. Et donc t'as 13 ans, tu deviens, je sais pas, la petite coqueluche du village. C'est marrant, ouais.
Ouais, les journalistes qui viennent prendre des photos. Il y a mon voisin à qui j'avais appris à faire de la marche arrière, donc il apparaît aussi sur les photos, et donc c'est génial, quoi. On se demande ce qui se passe à Crépinville, quoi. Crépinville. Ok. Et donc tu fais ça, donc Téléthon, ok. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi le... Ensuite, il va y avoir une sorte de... C'est l'adolescence, et là, je mets un peu tout ça de côté. Sauf qu'entre mes 8 ans où j'ai fait ce rêve et le record du monde à 13 ans, il s'écoule 5 ans. Et là, mes parents, voyant que je me débrouille en équilibre, on est à Vannes un été, on passe devant une boutique, et là, il y a un monocycle en vitrine. Et du coup, ils me l'offrent. Et là, je vais m'entraîner toute la soirée, accroché à leurs épaules. Je suis entre deux, en train d'essayer de pédaler. Et ils me l'offrent à 18h, et à minuit, ça y est, je m'envole, je sais faire 25 mètres. Et donc ça aussi, ça a été un événement marquant. Parce que du coup, je vais apprendre à faire du monocycle, marche avant, marche arrière, sur place, différentes figures. Et à l'adolescence, je vais mettre ça de côté, sauf que ça va me rattraper après. Ok, et ça te rattrape quand? Ça me rattrape grâce à un accident de parcours, on va dire ça comme ça. J'ai un rêve caché à l'époque de devenir DJ. Et là, ça y est, j'ai trouvé sur le Bon Coin les platines de mes rêves. En gros, c'est ce qu'utilise David Guetta voilà, sur scène. C'est un ensemble que je trouve génialissime, et je le trouve 3 fois moins cher que le prix du marché sur le Bon Coin. Et là, je prends rendez-vous avec ce fils d'ambassadeur du Bénin. J'arrive à Paris, il me dit voilà, tu vois, c'est mon oncle qui va te livrer les choses. Du coup, il faut que tu me fasses un Western Union. Et donc, moi, je travaille tout le mois de juillet à fond. Et du coup, j'investis mon mois de juillet avant de l'avoir gagné. Donc, je demande de l'argent à un pote, etc. J'envoie les 1 500 €. Et j'attends toujours les platines. Déjà, tu me dis Western Union. Et là, c'est... C'est à le warning. Voilà, le soir, je reprends le train, j'arrive à Châteaudun, je vais à la gendarmerie, et puis là, les mecs m'expliquent que pour 1 500 €, c'est bon, je peux m'asseoir dessus, jamais ils lanceront quoi que ce soit, c'est pas assez. Et pour moi, c'est 1 an d'argent de poche, je suis étudiant en psycho, c'est une somme énorme. Et donc là, waouh, il faut que je digère ça. Je travaille, en fait, on est mi-juillet en 2009, et je travaille 1 mois juste pour payer cette erreur. Et du coup, en septembre, j'ai pas d'argent de poche, donc il faut que je trouve un job. Et je vais trouver un job grâce à mon BAFA, je vais être recruté au centre de la Charpré à Tours, m'occuper d'enfants les mercredis et les petites vacances. Du coup, je vais dire aux gérants, je vais leur dire, moi, je sais faire du monocycle, je sais jongler. Si vous voulez, je fais animation cirque. Et là, les dirigeantes, les directrices, elles me disent « Waouh, mais c'est génial, si tu veux, on investit dans du matériel de cirque. Et puis en fait, au lieu de changer d'activité, d'animation avec ton groupe d'enfants entre chaque période de vacances, eh bien, ce qu'on fait, c'est que c'est toi qui changes de groupe et tu fais animation cirque toute l'année. » Là, je leur dis « Mais c'est génial !» Elles achètent un matos incroyable, des balles à jongler, des roll à bola, des assiettes chinoises, un monocycle, voilà, la totale. Et moi, ça y est, je gère, je passe de groupe d'enfants en groupe d'enfants, je me régale, je viens en monocycle au centre aéré, forcément, il faut que je fasse des démonstrations, etc. Et puis surtout, sur un coup de tête, un jour, je sais pas pourquoi, sur le Bon Coin, je m'achète une girafe. Non, c'est quoi une girafe? Une girafe, c'est un monocycle géant. T'as un pédalier en l'air avec 1 ou 2 chaînes, et du coup, c'est relié en bas à la roue, et hop, tu peux te balader. La première fait 1,80 m à la selle. J'achète ça. Je l'ai dans mon appartement dans un coin, et puis mes potes, ils viennent faire la fête un week-end chez moi à Tours. Et puis ils me disent mais c'est quoi cette histoire? Et puis je leur dis bah j'ai acheté ça, mais en fait je savais pas en faire. Et là mes potes ils me disent mais c'est génial, on veut te voir là-haut. Du coup je vais commencer à m'entraîner dans Tours, en plein centre, hein. J'habite à l'époque Jardin du Vert-Galant, c'est à 300 mètres de la fac. Je suis en plein centre, je commence à m'entraîner. Et en fait, ça va devenir un peu mon moyen de locomotion du jour, du quotidien. C'est pratique en plus. Voilà, avant j'étais en monocycle, maintenant je suis en girafe. Et donc c'est marrant parce qu'au feu rouge, quand ils passent au vert, les gens ils démarrent pas, ils continuent à me regarder passer, ils hallucinent, quoi. Et un dimanche matin, je rentre à la maison et là je me fais courser par un petit monocycliste.
le mec, il était en train de jongler devant les halles. Il me voit passer au loin, parce qu'on me voit de loin, forcément. Il me voit passer, il plie tout son matos, il me course. Et là, je me retourne. Puis il me dit hop, je descends. Est-ce que je peux essayer? Donc on sympathise, hop, il monte, il tombe. Et puis en fait, on va devenir super potes. Il s'appelle Jonathan, il est artiste de rue. Et il va m'apprendre à gagner de l'argent dans la rue. Ok. Et alors, comment tu gagnes de l'argent dans la rue avec... Enfin, avec quoi? Avec le monocycle ou avec le jonglage ou avec d'autres trucs? Lui, il jonglait sur le monocycle. Il jongle sur le monocycle. Et puis surtout, en fait, c'est pas ça qui fait gagner de l'argent. C'est le sourire. C'est le fait de raconter une blague. C'est le fait d'avoir une interaction. Et là, moi, je suis hyper timide. Je suis en fac de psycho, 3e année. Quand je lève la main en amphi, je tremble, je perds mes moyens, je deviens tout rouge. Bon, j'ai une chance, c'est que ma curiosité dépasse ma timidité, donc j'ose quand même lever la main. J'ai l'impression que tout le monde me regarde dans l'amphi. Je pose ma question, et puis après, il y a l'enseignante qui me répond. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, je pose ma question, et là, je regarde qui est en train de se moquer de moi après l'avoir posée. Je tourne la tête, et là, je vois que personne n'est en train de se moquer de moi. Et ce jour-là va être un déclic pour moi. Je vais me rendre compte qu'il y a plein de constructions mentales qu'on se fait tous, mais qui n'existent pas. Et donc là, je me dis, ok, d'accord. Et dans la rue, je me retrouve avec Jonathan, et je me dis, j'ai honte de, en gros, faire la manche, de demander de l'argent, etc. Mais je commence à me dire, et si, parce que c'est exactement au même moment, c'est pendant que je vis l'un, je vis l'autre, et là, je me dis, et si c'était une construction mentale? Est-ce que moi, quand je vois un mec qui joue de l'accordéon ou qui joue de la trompette dans la rue, est-ce que je me dis, c'est vraiment la honte, hein, lui, faut lui donner une pièce parce qu'il faut vite qu'il grandisse et qu'il fasse autre chose? Pas du tout. Pas du tout. Je trouve ça noble. Ça apporte de l'animation, c'est beau. Et là, en fait, je vais petit à petit commencer à changer de regard. Et du coup, je vais pas perdre ma timidité comme ça. Ça va mettre des années, mais je vais le voir faire pendant 1 an, 2 ans à Tours. Après, je vais partir étudier à Dijon. Après, je vais partir à Dublin. Là, je vais sortir mes balles. Je vais essayer pour la première fois de gagner de l'argent. Parce que jusque-là, il avait le chapeau devant lui. Je pouvais jongler à côté de lui, mais c'est lui, voilà. C'était lui le patron. Là, je me retrouve à Dublin et je me dis pourquoi pas essayer de faire pareil. Et là, j'ai commencé à comprendre l'importance du regard. Parce que j'étais trop timide pour regarder les gens dans les yeux, pour sourire. Et en fait, je gagnais rien. Et donc tout ça va me faire cheminer. Et alors, ça, c'était donc pendant tes études de psychologue cogniticien. Et c'est quelque chose qui, du coup, t'a... parce que finalement, ce que je comprends, c'est que presque tu as fait tes recherches sur toi-même. En fait, où tu as appliqué des trucs sur toi. Donc, au fur et à mesure que tu apprenais des choses, tu te les appliquais. Exactement. Ok. Et comment est-ce que justement pendant ce parcours, si on fait une petite parenthèse, est-ce que tu as appris des trucs du coup que tu as appliqués pendant cette période où tu es passé de timide à l'aise, en tout cas? Est-ce que tu as appris des trucs? Est-ce que tu as retenu des choses qui sont applicables? Je veux dire, des tips, des tricks, des tricks mentaux, on va dire. Je dirais que l'une des plus importantes que j'ai apprises, c'est que quand on manque de confiance, on se dit, bon, je vais être perfectionniste, je vais bétonner ma zone de confort pour rester dedans et être solide à l'intérieur. Et en fait, j'ai découvert le cercle vicieux qu'il y a entre le manque de confiance et le perfectionnisme. Si tu es perfectionniste, tu sors pas de ta zone de confort. Si tu sors pas de ta zone de confort, tu gagnes pas confiance en toi. T'as pas confiance en toi. Tu veux développer ton perfectionnisme pour quand même réussir. Et en fait, au lieu de monter, tu descends. Okay. Et donc, là, je commence à me rendre compte que si je sors de ma zone de confort, si, même en étant timide, j'ose me mettre un peu en difficulté face aux gens, essayer de leur sourire, de leur parler, d'échanger, et bien en fait, je me rends compte que je vais découvrir des compétences, entre guillemets, que j'ai déjà, mais qui sont insoupçonnées. Et donc, en fait,
Il y a des choses qui sont en dehors de ma zone de confort, qui sont que je maîtrise déjà sans le savoir. Donc là, je vais commencer à grandir grâce à ça. Et en fait, l'art de rue, l'école de la rue, a pour moi été extraordinaire. Parce qu'elle m'a appris justement à sortir de ma zone de confort, à accepter d'être mis en difficulté. Et en fait, qu'est-ce que c'est le quotidien ? C'est de bien gérer des situations où on n'est pas encore opérationnel dessus. Et donc, si tu commences à te dire dans les difficultés, on va trouver une solution, ça va bien se passer, on va grandir, et puis si ça ne se passe pas comme prévu, on va trouver une autre solution, et puis on va en tirer un apprentissage, on va avancer. Bah, si après tu mémorises ce cheminement et que tu ne reproduis pas tes erreurs, bah, tu grandis. Et donc, ça a été ça. C'est que et puis après, c'est les rencontres. Les rencontres, elles ont été énormes. Il y a Jonathan, et là, je pense tout de suite à Yancey. Là, je vais un peu sauter une étape, mais je deviens artiste de rue, je dépose mon sac à une table, et là, le mec, à la fin du show, il me dit est-ce que tu veux boire un café, un coup ? Et en fait, il va m'aider à écrire mon show. Et en fait, bah voilà, il y a ces moments où tu sors de ta zone de confort et t'apprends tout seul. Et puis il y a ces rencontres où tu rencontres un expert par hasard. C'est exactement ce dont tu as besoin à ce moment-là. Et puis il te fait prendre le TGV alors que tu étais à pied. Et là, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire ? Et puis du jour au lendemain, je deviens artiste de rue professionnel et 3 mois plus tard, je suis à Hawaï. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc là, cette transition, donc c'est d'artiste de rue à conférencier. C'est de ça dont on parle ? L'histoire est plus longue. L'histoire est plus longue. Okay. Là, l'histoire est c'est quoi l'étape plus longue. Du coup d'après l'art de rue ? Parce que t'as la partie voyage. En fait, je suis déjà allé trop vite sur l'étape art de rue. C'est-à-dire que je finis mes études et là, je pars à Dublin parce que je veux bosser mon anglais et puis parce que je pars de très bas. J'ai un très bon anglais universitaire, je comprends n'importe quelle étude scientifique en psychologie cognitive en anglais à l'époque. Sauf que dès qu'on sort du langage technique, et puis le pire c'est l'oral, c'est même pas la peine. Donc là je me dis, je pars à Dublin parce que si je commence à travailler maintenant, le jour où je voudrais faire un break et accepter de vivre avec un peu moins de sous, ça va pas le faire. Donc pendant que j'ai un mode de vie étudiant et que je mange des pâtes, etc., je pars à l'étranger. Je pars 3 mois, je trouve pas de travail, j'ai un anglais alors voilà, catastrophique à cette époque-là. Et donc voilà, ça c'est bon, j'ai bossé depuis. Et je rentre à la maison et là j'envoie 42 CV, lettres de motivation sur mesure. Mes profs m'avaient dit, Clément, tu trouveras un travail en claquant des doigts. Regarde, nous on est consultants, on se régale. Et ben ton avenir sera le même que le nôtre. Et là ils nous font tous rêver. On est 20 dans la classe et on se dit waouh, ça va être cool. On a des consultants qui viennent nous voir, on voit leur exemple. J'envoie 42 CV, lettres de motivation dans toute la France, lettres de motivation sur mesure, des grands groupes. Et là, je reçois une réponse négative. Waouh. Là, je viens de prendre une claque. J'ai fait 5 années d'études. Je me dis, je vais m'éclater, ça va être trop cool. Je cherche un job. Et là, en fait, je comprends que ce qu'on nous racontait, c'est pas exactement comme ça que ça se passe sur le terrain. Et donc, que faire ? Pendant 2, 3, 4 semaines, tu te dis, c'est bon, on joue la montre, on va bien trouver une entreprise. Puis à un moment, je finis dans la grande distribution. Hop, je fais du facing, donc je mets du lard fumé, hop, après je m'occupe du jambon. Donc je fais ça pendant 2-3 semaines, voire un peu plus. Et puis à un moment, hop, par des relations, je trouve un job à la SMOP. La SMOP, c'est une usine qui fait des pièces pour l'aéronautique, pour l'automobile, à Blois, précisément à La Chaussée-Saint-Victor. Et du coup, hop, ça y est, je pars à Blois. J'ai l'oncle d'un copain qui a un appart qui peut me mettre à disposition pour, en gros, voilà, pour symboliquement. C'est génialissime. C'est-à-dire que je peux gagner un SMIC et mettre énormément de côté, puis voir ce que je vais faire de cet argent. Et là, il y a un événement assez important, c'est qu'en fait, durant mes études, j'ai commencé le fixie. Je faisais du monocycle, c'était mon moyen de transport à Tours. Et puis,
partant de Tours, je me suis en 5e année, pour ma dernière année de psycho, je me dis, ce serait bien d'avoir un vélo plus rapide. Et là, je me mets au pignon fixe. Donc je me monte une conversion, je vais vivre 5 semaines à Nancy, puis après je pars à Dijon. J'ai déjà un pignon, voilà, j'ai un pignon fixe, je me fabrique deux conversions en plus, je fais des roues arrière, je fais des trucs. Et puis, un jour, je pars faire 70 bornes, je fais du tennis de table, je fais beaucoup de tennis de table à cette époque-là, et je pars forcément, je vais en pignon fixe à l'entraînement. Et là, il y a un mec qui me voit au fond et qui lui fait beaucoup de vélo. Et il vient me voir et il me dit oh, le samedi, si tu veux venir rouler avec nous, il y a un groupe d'anciens. Voilà. Puis je dis ok. Je branche un copain, on est deux à venir en pignon fixe. Ils sont, je sais pas, peut-être 40. Et puis, il y a un ancien de 70 ans qui me repère dans le groupe. Personne croit qu'on va finir. Moi, je suis en jean. Voilà, je suis un cycliste du dimanche. Par rapport au groupe, quoi. Voilà, ils ont des vélos à 6000. En plus, toi, tu étais en pignon fixe. Et eux, ils étaient avec des vélos de route. Évidemment. Non, ok. Et là, en fait, à la fin, on est toujours là. Et il y a un ancien qui vient me voir. Il dit, toi, j'ai peut-être des vélos qui peuvent t'intéresser. Tu veux passer au vélodrome? Et à cette époque-là, c'est le rêve de tout gosse de rouler avec un vélo de piste des années 80. Et là, bah forcément, je ramène tous mes copains. On a un cercle tous les vendredis soirs. On va rouler ensemble dans Dijon. Et en fait, on arrive à 7, je crois, et on achète 15 vélos. Et donc, c'est énorme. Après, on a tous des vélos de dingue. On passe d'une conversion qui coûte que dalle à ces magnifiques vélos qu'on n'a pas payé cher. Sauf qu'on a des vélos de folie. Moi, je m'achète 3 mécacycles ou ouais, voilà, des vélos de collection. Et ça j'ai un vélo chrome mécacycle pour me balader au quotidien. Et un jour, je sais plus pourquoi, voilà, je le mets en vente et j'en mets d'autres en vente chez mes parents à Châteauneuf. Pendant que je vis à Dijon. Je faisais des courses le week-end avec des coursiers parisiens. J'allais à Lausanne, j'allais à Lyon, j'allais à Genève. Et en fait, un jour, je reçois un coup de fil. Salut, ouais, je suis intéressé par tes vélos. J'ai vu que t'en avais 5. Et là, je dis Franck. Il dit Clément. Je dis waouh, mais c'est dingue. Et comme il n'y avait pas le lien de la région, il pouvait pas savoir que c'était moi. Et donc, on se reconnaît à la voix, c'est incroyable. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu dis? On avait fait des courses ensemble à Lausanne. Et là, il me dit, tu vas au championnat du monde cet été? Je lui dis quoi? Il dit, ouais, il y a les championnats du monde de coursier à vélo. C'est à Varsovie, là, cet été, au mois d'août. Donc, si tu veux venir, tu viens avec moi. Il y a le pré-event à Berlin. Ça dure 8 jours. Puis après, on file. Et moi, banco, je pars. Et le truc, la blague, c'est que mon père, il voulait m'emmener en Écosse en moto. Et c'était un peu serré le timing. Et du coup, je me suis organisé pour laisser mon vélo là-bas. Je suis rentré en avion, sans rien. Je suis monté sur la moto. J'avais juste un sac à dos et je suis parti en Écosse. Donc j'ai acheté un vélo Cyril Guimard à 30 €. Donc tous les coursiers parisiens qui ont fait les championnats du monde, ils se souviennent de cette épopée. Où en fait, moi je pensais qu'on restait 8 jours à Berlin. Et au bout de 4 jours, les mecs, ils disent, bon bah allez, c'est parti. Bah ouais, parce qu'entre Berlin et Varsovie, il n'y a que 600 bornes, donc 3 jours de vélo. Okay. Et là, j'hallucine et je roule à 30 à l'heure avec mon vieux vélo derrière des mecs qui sont en pignon fixe. Et je passe une semaine de dingue et je finis dans le top 10 mondial à l'équilibre statique. Donc c'est là que je découvre cette compétition. Donc finalement, le pignon fixe en fait, arrive grâce à la piste. Grâce à cette époque pendant laquelle la piste c'était un truc énorme. Parce que j'essaye de reconstituer le lien en fait, si tu veux, avec les championnats du monde de coursiers à vélo, parce que les coursiers à vélo roulaient en fixie, ils étaient tous en fixie, donc des vélos potentiellement de piste. C'est ça? Ouais. Ok. Il faut savoir pourquoi. J'ai 2 belles histoires à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'on roule sans frein? Il y a une histoire qui m'a été racontée par Andy Zalan, donc, que j'ai battu en 2013. Donc, il finit 2e, c'est un Américain de Washington. Il a alors 45 ans. Et voilà, il fait les championnats du monde depuis des années. Je le revois tous les ans. C'est voilà. Et l'un des piliers de la bande. Et en fait, Andy Zalan, il va me dire, tu sais, nous, c'était dur dans les années 80. On se faisait voler des pièces sur le vélo. Et du coup, tout ce qui était superflu, on a cherché à le retirer. New York est une ville plate, pas besoin de vitesse. Du coup, si on monte en pignon fixe, plus besoin de frein. Du coup, il m'a dit, c'est à cause du vol
à cause du prix des pièces, en fait, qu'on va se retrouver à rouler en pignon fixe. Ok. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement beau comme histoire, vachement intéressant, on va dire, plutôt. Et l'été dernier, en septembre, je me retrouve à Yokohama, et là, je discute avec un autre Américain, James, qui en plus se déclare être le fondateur des championnats du monde. Il a une 60aine d'années aujourd'hui, et il se déclare être l'un des fondateurs des championnats du monde. Donc c'était, je sais pas si c'est vrai, mais... Et donc c'était au début des années 90. Et lui, il me dit, en fait, donc je dis, pourquoi tu roules sans frein? Et là, changement complètement d'histoire. Il me dit, un jour, j'étais à New York, j'arrive face à un feu rouge, et là, je freine fort, mes freins lâchent. Wow. Et ouais, à New York, il fait pas -5 l'hiver. Il peut faire -30. Donc il me dit, le matos est hyper sollicité. Il pile, ça casse, il traverse le feu. Et il me dit, par la force du ciel, je suis encore là aujourd'hui. Depuis ce jour-là, je roule en pignon fixe. Parce que lui, il peut pas me lâcher. Et je trouvais ça magnifique. Et donc voilà pourquoi James roule sans frein. Et il y a un rapport au vélo, où tu fais corps avec lui, il y a des sensations qui sont différentes. C'est une philosophie. Voilà, il faut essayer pour comprendre sur la route ce que ça génère. Et puis, l'adrénaline. L'adrénaline, on va en parler. Si on revient un peu sur le côté art de rue et qu'on fait un lien avec le vélo, du coup, tu peux nous parler un peu de tes voyages, un peu des expériences que tu as vécues chez l'habitant et ce que ça t'a apporté. J'ai l'idée, effectivement, le 24 décembre 2013, le soir du réveillon, de sonner chez l'habitant et dire aux personnes qui m'hébergent, qui sont sur ma route, si vous m'hébergez ce soir, je vous fais une démonstration d'équilibre à vélo dans votre salon. Et du coup, je pars le 24 février 2014 sur les routes du Cap Nord. Donc j'arrive en Belgique, puis en Hollande, Allemagne, Danemark, Suède. Et je commence à sonner en Belgique. Et le but pour moi, c'était de découvrir les coutumes, de découvrir la vie locale et de voyager autrement. Parce que j'avais voyagé en Australie avec un pote d'enfance 2 ans avant. Et là, je m'étais dit, waouh, en fait, en discutant avec quelqu'un qui rentrait d'Australie, je me suis rendu compte que j'étais passé à côté de la culture. Je connaissais les paysages australiens, je connaissais pas les Australiens. Et là, je me suis dit, waouh, comment c'est possible, quoi. Maintenant, je voyagerai chez l'habitant et au moins, je connaîtrai les personnes qui vivent sur place. Et puis, il y avait aussi cette histoire de la magie de la magie d'un lieu. Si tu lis dans le guide du routard, ouais, ce moulin est magnifique, etc. Oui, bon, t'as envie d'aller voir un moulin magnifique. Si tu sonnes chez l'habitant et qu'il te dit, quand j'étais petit, j'allais voir ce moulin, je promenais mon chien, et puis ça me rappelle ci, ça me rappelle ça, et le lendemain, quand tu vas voir le moulin, waouh, t'as des images dans les yeux. Je trouve ça nettement plus dingue. Et puis tu crées du lien. Voilà, exactement. Et donc, je commence à me dire, ce serait génial d'arriver à trouver un moyen de rencontrer l'habitant. J'ai cette idée de sonner aux maisons. Et donc, je pars. J'ai des sponsors, j'ai 15 sponsors derrière moi. Et donc, il ne faut pas que je les déçoive. Donc ça, c'est aussi une source de motivation. De leur dire, vous avez bien fait de parier sur moi. Je vais être à la hauteur. Et là, j'arrive et je suis en Flandre. J'étais sûr d'être en Wallonie. Donc, bonjour, je m'appelle Clément Leroy. Je pars au Cap Nord. Et les mecs, ils me disent, je comprends pas le français. Hello, I'm Clement, I'm going to the North Cape. On parle pas anglais. Ok, eh ben, bonne soirée. Et en fait, je sonne à 1, 2, 3, 4 maisons comme ça. Et après, j'en parle à des Belges. Je leur dis, waouh, c'est chaud là, je suis arrivé en Flandre, ils parlent pas français. Ils disent, non. Ils voulaient pas te parler. Ah, d'accord. En fait, les mecs, ils comprennent parfaitement le français, mais ils me sentaient pas. Et du coup, au lieu de discuter et de dire non, ils n'ont pas discuté. Ça m'a pas mal choqué. 5e maison, je tombe sur quelqu'un qui me dit oui, ok, moi je comprends le français. Donc là, bon point de départ. Mais j'ai pas réussi à le convaincre de m'ouvrir sa porte. Pardon. 6e maison, 7e maison, je tombe sur des gens qui me disent ne pas comprendre le français. Et à la 8e maison, il y a Marguerite, 84 ans, qui m'ouvre sa porte. Et là, waouh,
Là, là c'est dingue. Elle m'ouvre sa porte, elle me dit, mais bien sûr, ouais, tu peux dormir à la maison. Puis il va y avoir une histoire, il y a sa fille qui va passer, qui va me dire, mais attends, viens, on va boire un coup avec les copains. Je débarque dans une entreprise, ils buvaient un coup. C'était les Belges, quoi. Hop, après, elle me trimballe, elle me ramène chez sa maman, chez Marguerite. Puis entre-temps, elle m'avait dit, mais tu veux pas qu'on contacte le pigiste du coin? Parce que comme ça, demain, il vient faire une photo, il raconte ton histoire, on t'envoie l'article, puis tu montreras ça sur ta route. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire quand tu tentes des choses pour la première fois. C'est que parfois, je sais pas si tu as déjà joué au bowling, mais moi, la première fois que j'ai lancé une boule, j'ai fait un strike. Et après, j'ai plus jamais fait de strike. La chance du débutant. Exactement. Et en fait, la vie, c'est ça. La vie, c'est tu testes des choses, on te dit que ça peut pas marcher, t'écoutes pas, c'est voilà. Tu tentes, et puis tu sais pas pourquoi, cette fois-là, elle est spéciale. Ça devait être une fois parmi tant d'autres. Et en fait, non, elle sort du lot. Là, on me propose un article dans les médias, et ça va complètement changer la direction de mon voyage. Puisque 3 jours après, je reçois par mail l'article, et je peux montrer. Regardez, j'étais en Belgique il y a 3 jours, c'est Marguerite qui m'a accueilli. Là, les mecs, ils se disent, waouh, lui au moins, on peut le croire. Et en fait, ça a tout changé. Et durant les 40 soirs où j'ai sonné chez l'habitant dans ce voyage, il n'y a que 2 soirs où j'ai pas réussi à trouver refuge. Donc en fait, ça a cartonné. Les Européens, ils m'ont ouvert leurs portes à bras ouverts. C'était entre guillemets hyper simple. Et je pouvais pas m'arrêter là. Et alors ces gens-là, parce qu'il y avait un deal. Oui. Et c'est quoi le deal? Le deal, il est simple. C'est si je rentre, si je passe la porte, je monte sur mon vélo et je fais le show dans la soirée. Et là, il y a 2 types d'habitants. Il y a les habitants, on va dire, organisés. Et on commence la soirée par le show. Et il y a les habitants plus funky. Et là, on commençait la soirée par l'apéro. Et ouais, c'était bon, chérie. Normalement, jamais d'alcool, jamais d'apéro la semaine. Mais bon, ce soir, on a un invité spécial, donc bien. Hop, on trinque. Et parfois, à 22h ou 23h, il me disait, oh, tu nous as pas fait le show. Et là, je montais sur le vélo. Et c'était un super entraînement. Et alors, comme ça, t'as fait 350 nuits? Ouais, je rentre du Cap Nord. Il y a Richard Vieng qui me contacte pour animer le Rock d'Azur, plus gros événement VTT de la planète. Waouh, octobre 2014. Il y a l'Orléans Loiret Basket qui me contacte pour faire la mi-temps d'un match de Pro A en basket devant 3000 personnes. Donc voilà. Et il y a France Télévisions, France 2, qui me contacte pour faire une pastille pour que j'apparaisse un dimanche soir à 20h45, une pastille d'1 minute, un truc dingue. Dimanche soir, juste après le JT, voilà. Et après, ils vont le repasser pendant le Tour de France. Donc là, je rentre du Cap Nord. Pour moi, à la base, c'était une blague. C'était, au lieu de dépenser mon argent perso, je vais chercher des sponsors. Je pars pendant 3 à 4 mois jusqu'au Cap Nord. C'est cool. Et puis après, je deviens psychologue. Et puis, c'est simple. Et là, je me dis non, là, il faut aller plus loin. Et puis, mes potes, quand je leur ai dit, je pars au Cap Nord, je vais sonner chez l'habitant, ils m'ont dit, mais Clément, redescends sur terre. Jamais on t'ouvrira sa porte. Là, jamais un étranger ne t'ouvrira ta porte. En plus, tu parles pas leur langue. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux qu'un Suédois te dise? Ah, bien sûr, Clément, on t'attendait. Ils m'ont dit, gagne ton temps, garde ton énergie, reste là. Je les ai pas écoutés. Et puis du coup, après, je leur dis, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ils me disent, ok, ça a marché à l'étranger, ça marchera jamais en France. Ça marche, ok. Et du coup, j'ai testé en France, Tour de France des communautés insolites. Parce que ce que j'ai appris sur la route du Cap Nord, c'est l'importance de donner du sens. Je suis français, je vais au Cap Nord, t'es danois, t'es sur la route d'un Français qui va au Cap Nord, donc ça fait sens que tu sonnes chez moi ce soir. T'es français, t'as un Français devant toi qui te dit « Ouais, je sonne chez l'habitant ». Le mec, il va dire « Pourquoi moi ? Va voir mon voisin, il est plus marrant que moi ». Et là, du coup, je me dis, il faut que je fasse un Tour de France qui a du sens pour les personnes où je sonne. Et là, je me dis, je vais faire un Tour de France des communes aux noms insolites. Des communes aux noms insolites. Ouais. Ok.
Saint-Amand-sur-Fion, Bouche-Porne, Panne, La Tronche, Chatte, Verge, mon cul, forcément. Avec un cul à la fin. Voilà. Lorgie, Bézancourt, Coin, Le Fou. Voilà, j'ai dormi dans des communes. Donc je sonnais. Hop, le mec il me dit, mais pourquoi chez moi? Bah, c'est que vous habitez Bézancourt. Ah oui, oui. Oui, je fais le lien communauté insolite. D'accord. Ok, bah, pourquoi pas. Et hop, 70 soirs, je sonne chez l'habitant. On est entre le 15 décembre et le 15 mars. Donc 15 décembre 2014, 15 mars 2015. Donc je sonne en plein hiver pour Noël. Voilà. Et ça a marché. Je passe le réveillon de Noël à Froid-Cul, donc vers Metz, sur une colline où il fait froid. Et puis, je passe le réveillon du Nouvel An à Beach. Et voilà. Okay. Et sur ces 70 soirs où je vais sonner chez l'habitant en France, 70 soirs, je vais être hébergé. Et surtout, il y a 11 soirs où c'est à la première maison où je sonne que je me fais héberger. J'arrive à Chatte, je pose la voiture, je me dis tiens, je sonnerais bien ici. Bonjour, je m'appelle Clément Leroy, je fais un tour de France des communautés insolites. Le papa, il me dit ok, tu peux dormir à la maison. Et en fait, 11 soirs, c'était aussi simple que ça. C'était instantané, j'adore. Et je suis curieux sur un truc, c'est est-ce que tu as l'impression que c'est grâce au vélo que tu arrives à rentrer chez les gens? Et est-ce que tu penses que tu aurais réussi sans avoir un vélo? Ça joue le vélo, c'est sûr. Si j'avais pas de vélo, je serais arrivé à pied. Donc à pied, ouais, ça aurait peut-être moins bien marché, c'est vrai. Le vélo, c'est sûr que c'est un atout. Le vélo, c'est universel. T'arrives en Indonésie, ils savent ce qu'est un vélo. T'arrives en Australie, ils savent ce qu'est un vélo. T'arrives au Japon, à New York, au Canada. Partout, c'est un atout, je dirais. C'est vrai qu'à pied, tu peux questionner. Mais attendez, du coup, vous êtes venu en voiture, vous êtes venu à pied, et puis, suivant la tenue, tu le déduis. Est-ce que j'ai une tenue de marcheur? Est-ce que j'ai une tenue jean plutôt de personne qui a loué une voiture? À vélo, tout de suite, même si je voyage tout le temps en voiture ou presque, à part au Japon, là, il y a 6 mois où j'ai tout fait à vélo, généralement, je loue une voiture. Et c'est vrai que j'arrive avec mon vélo sur l'épaule. Forcément, tu vois pas ma voiture quand je vais sonner chez l'habitant. Et ça doit vraiment jouer en ma faveur. Parce que c'est pas la première fois que j'entends des récits de personnes qui ont voyagé. Alors, toi, tu as voyagé en France, en Europe et puis au Japon aussi. Mais des gens qui partent en mode bikepacking, rando dans des contrées très reculées et qui me disaient, je crois que c'était Fred Orny qui me disait ça, aventurier à VTT, qui me disait, bah, en fait, tu arrives à vélo, dans n'importe quel trou paumé dans une contrée reculée, tu donnes un sentiment de sympathie. C'est-à-dire, le mec est à vélo, il peut pas être méchant, enfin, tu vois, il peut pas être agressif, il peut pas avoir de mauvaises intentions. Parce que finalement, le vélo, t'es un peu à nu, quoi. Je confirme. Ouais. Je confirme que j'ai vraiment ressenti que c'était un vecteur un facilitateur de la mise en relation. Clairement. Intéressant. Et en plus, ça te permet de circuler entre les différentes maisons. Je crois que je le fais rarement, de monter sur le vélo. Non. Même entre deux maisons, je garde mon vélo sur l'épaule. Ok. Ah oui, d'accord. Donc en fait, entre les maisons que tu fais, enfin que tu visites, tu gardes le vélo sur l'épaule. Ok. Intéressant. Et quel est le lien alors avec le Japon ? Le lien avec le Japon, c'est que je fais mon tour de France des communautés insolites, ça marche super bien. Je vais en Australie parce qu'il y a les championnats du monde de coursier à vélo à Melbourne. Je m'impose pour la deuxième fois à l'équilibre statique. Là, on est en avril 2015. Attends, l'équilibre statique, tu peux me rappeler ce que c'est ? Je tiens sur mon vélo, je fais un peu je tourne le guidon à gauche et puis je mets les pédales à l'horizontale et puis j'essaie de tenir en équilibre. Et au championnat du monde, mais je te ferai une démo. Hein. Bah, il faut que tu fasses après, une démo. Là, je monte sur le vélo et le but, c'est un peu comme au feu rouge quand tu essaies de tenir. Bah, c'est exactement ça. Et le dernier à poser pied à terre l'emporte. Et du coup, on a des gages où il faut retirer le sac à dos, le casque, les mains, un pied. Et c'est à ça que je m'entraîne. Donc, je reviens d'Australie. Et là, je me dis,
quelles anecdotes croustillantes j'ai. Et là, je me dis, j'en ai pas tant que ça. En fait, c'était trop facile. J'ai progressé en anglais, du coup, le contact était assez facile avec les Australiens. Et puis, derrière, je me dis, mince, les Australiens, ils sont trop cool. Moi, je me disais, ils aiment un peu l'argent, ils ont de belles voitures, ils ont des beaux jet skis. Certainement qu'ils sont un peu matérialistes et que c'est pas facile de rentrer chez eux. Et ben, en fait, j'ai trouvé que c'était complètement faux. c'est, j'ai compris en voyageant chez l'habitant en Australie que les mecs, il n'y a qu'une chose qui compte dans la vie, c'est la santé. Et du coup, la pierre, leur maison, c'est pas du tout comme les Français. Là-bas, tu voyages, tu te déplaces, tu vis à Adelaide, à Perth, à Cairns, parce qu'en ce moment, il y a du business ici. Et puis après, tu traverses le désert, tu vas de l'autre côté et tu continues ta vie. Et donc, si tu as un étranger qui est venu chez toi, que tu l'as accueilli parce que tout le monde s'entraide et que ça s'est pas passé comme tu aurais souhaité, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Et j'ai trouvé ça assez incroyable parce que j'imaginais pas du tout ça de l'extérieur. Et en échangeant avec eux, voyant comment c'était simple, tout était très simple. Les mecs, je sonnais chez eux, bonjour. Ah ouais, c'est bon, la maison est grande, hein, tu peux. 10 minutes après. Clément, on va promener le chien. S'il y a besoin, hein, les clés sont là. Je vous connais pas. Voilà, bienvenue en Australie. Donc, je rentre, et là, je me dis, mais il me faut des anecdotes croustillantes. Il faut que j'aille dans un endroit un peu plus chaud. J'aime les volcans. Où est-ce que je pourrais aller? Et là, il y a une évidence. Aller au Japon. Et donc, je prépare pour partir 2 mois et demi, du 24 janvier 2016 au 9 avril. Et c'est parti, j'arrive au Japon. Je sais dire Yoroshiku onegai shimasu. Ça veut dire ravi de vous rencontrer. Et c'est tout. Et konnichiwa, parce que j'ai regardé Taxi. Et là, j'arrive. Et en fait, je comprends que les Japonais parlent pas aussi bien anglais que ce que je pensais. À la campagne, ils connaissent pas un mot d'anglais. Et là, je prends une claque, je commence à sonner. Et je sonne à 20 maisons. Et c'est dur. Il y a un soir, il y a un mec qui me dit « Moi, je vais vous aider. Je vais appeler des copains. » Il a appelé 13 copains. J'ai passé 1 heure chez lui. Il passait des coups. Ah, désolé, il peut pas. Ah, désolé, il peut pas. Et à la fin, c'est une voisine qui m'avait vu. Et en fait, ce soir-là, j'étais suivi par la télévision. Et je les ai rencontrés à l'aéroport. Ils m'ont filmé, ils m'ont posé 2-3 questions. Ils m'ont dit « Waouh, c'est dingue ce que tu fais. On peut en parler à notre producteur, te suivre ?» J'ai dit « Bien sûr. » Hop, rendez-vous pris. Ils m'ont suivi 4 jours. Et il y avait une traductrice. Donc, elle m'a aidé à me présenter en japonais. Elle m'a aidé à traduire ma présentation en équipe sur le vélo. Et en fait, au bout de 2 mois, je savais parler des bribes de japonais. Je sonnais à 3 maisons. Et en un quart d'heure, je trouvais des hôtes. Voilà. Et alors, est-ce que tu as trouvé ce que tu étais allé chercher, à savoir des anecdotes croustillantes? Ah bah oui. Tu peux nous en parler un peu? La meilleure, elle est d'un bon niveau. Je cherche, il est 15h, je suis dans un petit village. Un petit village, peut-être à 1000 bornes à l'ouest de Tokyo, donc sur Honshu. Et là, je cherche un okonomiyaki, c'est une sorte de crêpe. Je vais me faire plaisir, crêpe salée. Et je rentre dans ce qui pour moi est un restaurant. Et puis je vois en bas de l'escalier des chaussures. Donc je retire mes chaussures, je monte, j'arrive là-haut. Bon, je me dis ça ressemble plus à un salon de massage. Il y a plein de zones qui sont fermées. Je sais pas si j'étais dans un salon de massage chez quelqu'un ou j'en sais rien. Je redescends. Puis là, une grand-mère couvre une micro-trappe. Bonjour monsieur. Bonjour, je voudrais manger okonomiyaki ikimashita. Je voudrais manger un okonomiyaki. Elle dit, ah là là, mais c'est fermé monsieur. Alors allez voir le restaurant par là, mais je sais pas si c'est ouvert. Ok, au revoir madame. Et là en fait, je marche et il y a une nana qui s'arrête. Voilà, je suis blanc, tu sors du lot au Japon. Et là, elle parle anglais. Je dis, bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous cherchez? Je dis, bah voilà, je voudrais manger un okonomiyaki. Elle dit, ah, il y a un restaurant qu'on fait, mais il est fermé. Vous voulez monter? Je vis au-dessus. J'arrive dans dans un temple. Elle vit avec un moine. Bah, je sais pas, c'est étrange. J'arrive et puis ils ont une fille. Voilà, où suis-je? Incroyable.
On discute. Et puis là, coup de fil. Oui, bonjour madame police. Quoi? Est-ce que vous seriez par hasard avec un homme avec un pull bariolé et moi j'ai mon beau pull Saint-James, ma marinière. Il dit oui, je suis bien avec lui. Alors en fait cet homme est entré par effraction dans une maison. Il est entré sans avoir le droit dans une maison et il est recherché. Elle comprend qu'il y a un beans quoi. Mais c'est la police, c'est le Japon, donc tu dis pas je crois qu'il n'y a pas de problème. Tu dis oui. Et elle dit on arrive, mais on arrive 1 heure plus tard. C'est méga drôle. On va prendre notre temps, je comprends pas pourquoi. Et en fait, je suis rentré chez cette dame, il y a la voisine qui a tout vu, et elle va voir cette femme. Elle lui dit mais c'était qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc elle raconte, et cette voisine a peur, elle appelle la police. Elle se dit, il y a un loup. Là, la voisine, elle n'a pas tout compris de ce qui s'était passé, mais elle appelle la police, et la police appelle cette femme quand même. Ils disent, bon, qu'est-ce que vous avez à nous raconter? On a eu écho qu'il y avait un blanc, parce qu'ils sont un petit peu racistes, il y a un blanc qui est rentré chez vous. Et là, il dit oui, il est monté, il est arrivé là-haut, il est redescendu, il m'a dit, je veux manger un okonomiyaki. Et puis il est parti chercher son okonomiyaki, pourquoi? Et là, la police lui dit, mais quand il est monté, vous étiez avec lui? Il dit, bah non, non, il est monté, il est redescendu. Ils disent, ok, on envoie un hélicoptère. Et en fait, à un moment, j'étais dans un village, au milieu de nulle part, je lève la tête, c'était avant que la femme me prenne, et là, je vois un hélicoptère au-dessus. Je dis, étonnant. Et donc, en fait, je comprends qu'il était là pour moi. J'ai été coursé par un hélicoptère. Pourquoi? Parce qu'en fait, au Japon, il ne se passe tellement jamais rien du tout qu'en fait, au moindre petit mouvement de fourmi, en fait, t'envoies les grands moyens. Et je me suis déjà imaginé cette scène où en fait, cette femme ne me prend pas en stop, entre guillemets. Qu'est-ce qui se serait passé? T'imagines, je suis en train de rouler, il y a un hélicoptère qui se pose sur la route. Bonjour, monsieur. Police. Et en fait, j'arrive à la police. Et au Japon, quand je dis qu'à la campagne, personne parle un mot d'anglais, c'est personne. C'est-à-dire que le policier, il parle pas mieux anglais que tout le monde. Et donc, imagine le sketch. Tu es avec quelqu'un de bilingue qui parle japonais, mais une japonaise qui parle anglais. Et t'as un policier qui essaie de me parler. Et donc, il me pose les questions, c'est le déroulé type. Bonjour monsieur, où est-ce que vous dormez ce soir? Dans quel hôtel, s'il vous plaît? Donc moi, il y a un triangle. Il y a dame qui fait la traductrice. Alors là, il veut savoir où est-ce que vous dormez ce soir? Ah bah ce soir, je sais pas où je dors, donc ce soir, je vais sonner chez les Japonais. Et puis s'ils m'hébergent, moi je fais le show sur le vélo. Elle a dit, ah non, on dit pas ça. Et là, elle traduit au policier ce qu'il faut qu'il entende. Alors, monsieur Leroy, il va dormir dans tel hôtel dans le village d'après. D'accord. Ok. Tu notes. Monsieur Leroy. Et en fait, c'est juste une grosse blague. Je passe une demi-heure ou 1 heure avec eux. Hop, je repars. Là, il me dit, c'est bon. Ouah, c'était chaud, mais fallait y mettre du vôtre quand même. C'était une grosse blague. Moi, je racontais juste la vérité. Et en fait, on repart et tout rentre dans l'ordre. Et voilà, j'ai été coursé par un hélicoptère. Vive le Japon. Ok, définitivement une culture différente. Si on revient en Europe et qu'on se ressente sur sur ta formation de psychologue cogniticien, mais aussi, surtout, sur la partie conférence. Comment est-ce que tu es arrivé à être conférencier? Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui d'ailleurs? Et pourquoi tu le fais avec un vélo? Les conférences, en fait, il y a un événement important qui est survenu avant les championnats du monde de 2013 à Lausanne,
où je vais m'imposer pour la première fois, c'est qu'en fait, je deviens artiste de rue, je passe rapidement, mais je pars en Australie, c'est là que je découvre que je passe à côté de la culture, je vais faire 25 000 bornes sans compter les Australiens, entre guillemets. Je rentre en France, et là, il y a un événement marquant dans ma vie, c'est qu'en fait, je vais me faire renverser à moto à Tours. Je me promène tranquillement, je roule à 40 km/h, je rentre sur un parking, et là, il y a une voiture, elle ne me voit pas, elle me fauche. Je prends le poids de ma moto sur le genou gauche. Et en fait, là, instantanément, je comprends que ma saison d'art de rue à venir, on est au mois de mai 2013, on est 2 mois avant le début de la saison, je comprends que ma saison, elle tombe à l'eau avant d'avoir commencé. Donc, je pleure, entre guillemets. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je suis psychologue cogniticien, je trouve pas de travail, je deviens artiste de rue. Boum, j'avais trouvé mon Eldorado. Bam, là je prends une claque. Faut que je me réinvente, mais là faut digérer la douloureuse. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et puis, trop amoureux du vélo à 2 roues, je vais ressortir mon vélo à 2 roues. Je commence à le reprendre. Je suis au feu rouge, j'ai une attelle pendant plusieurs semaines, et donc je vais m'entraîner avec une jambe tendue, à tenir en équilibre. Et donc au feu rouge, je tiens sur un seul pied. Et 3 mois plus tard, au championnat du monde, c'est ce que je te montrerai juste après, je bats Andy Zallan, le deuxième, un Américain de Washington, grâce à cette figure sur un seul pied. Donc en fait, grâce à l'accident de moto. C'est vraiment l'accident de moto qui m'a accéléré ma capacité de tenir sur un seul pied. Donc je peux presque dire aujourd'hui merci à la personne qui m'a renversé. À l'époque, il m'a fallu du temps pour ça. Mais et donc, en fait, je deviens champion du monde. Là, je me dis, mais faut que je vive de ma passion. Je cherche des idées pour trouver des partenaires, des sponsors, je pars au Cap Nord. Et là, en fait, derrière tout ce que je disais sur ce que ça va déclencher avec Richard Virenque, l'Orléans-Loiret Basket qui me contacte pour la mi-temps, France Télévisions, en fait, dans la foulée, je suis contacté par les organisateurs d'une TEDx à Paris. Ils me disent, voilà, on adore ce que vous faites, on aimerait savoir si ça pourrait vous intéresser. Moi, je dis, ouais, bien sûr. Et en fait, je vais m'entraîner pendant que je faisais mon tour de France chez l'habitant. Parfois, au lieu de faire le show que j'avais prévu, je faisais ma TEDx que je comptais présenter. Et le 7 mars 2015, donc pendant mon tour de France des communautés insolites, je suis à Paris, je fais cette TEDx. Et là, il y a le patron de Dailymotion, voilà, il y a du beau monde. Et je rencontre un consultant. Et derrière, je vais le rappeler, je vais lui dire, tu pourrais m'aider à vendre ma première conférence, il y a la Poste qui est intéressée. Et ça va pas se faire, sauf qu'il va voir mon intérêt pour les conférences. Et il va m'en vendre 130. Et du coup, incroyable, sans le vélo. Donc là, psychologue cogniticien, cravate. Et j'interviens en entreprise aux 4 coins de la France pendant 18 mois. C'est énorme. Mon record, c'est 7 conférences en 3 jours. Voilà, j'hallucine. Parfois, voilà, c'est 2 en région lyonnaise le lundi, 2 en Bretagne le mardi et 2 dans le Nord le mercredi. Waouh. Et j'adore cette vie, je me régale. Et puis, en parallèle, je trouve des conférences avec le vélo. C'est hyper rare, j'en fais 3 dans l'année, mais je fais des conférences sur le vélo. Mais tu avais déjà en tête l'idée de faire une conférence avec le vélo? Enfin, tu avais déjà commencé à réfléchir à un format, à quelque chose qui pouvait intéresser des gens? Alors, ce qui est très drôle, c'est que je me souviens, en 2009 à peu près, j'en parle à ma copine de l'époque et je lui dis justement, plus tard, j'aimerais être conférencier. Et puis, indirectement, je lui dis, j'aimerais donner des conseils à des managers. Voilà, je trouverais ça intéressant, je trouverais ça inspirant, je trouverais ça top. Et là, elle rigole. Elle me dit, non mais Clément, t'as jamais été manager. Qu'est-ce que tu vas donner des conseils à des managers? Et là, en fait, elle m'a mis une claque de vérité. Effectivement, qu'est-ce que tu veux donner des conseils à des personnes dont si tu n'as rien à raconter, si tu ne connais pas leur quotidien. Et en fait, eh bien, au lieu de prendre ce chemin tout droit, de me dire je vais devenir conférencier tout de suite, en fait, j'ai pris un chemin de traverse hyper sinueux. Et là, j'arrive en 2015, je prépare ma TEDx. Et derrière, je me rends compte que en fait, c'est cohérent. J'ai des choses à apporter sur un autre plan. Sur le plan de l'optimisme, sur le plan de la prise de recul, sur centrer sur l'essentiel, sur le plan de la confiance en soi, comment je suis passé de très timide à plus à l'aise, etc.
Et du coup, comment trouver l'équilibre? Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, on est en équilibre, on le conserve, on le renforce? Et, et donc, par ces méandres, j'ai réussi à atteindre cet objectif que j'avais en tête, mais que j'avais presque oublié, même totalement oublié. Et donc, je donne des conférences sur le vélo. Je dis que je donne beaucoup de conférences sans le vélo, dans ces conférences-là, qui sont rares avec le vélo. Et là, les personnes me disent, mais attends, tu fais des conférences sans le vélo? Mais ça a aucun intérêt. Comment ça? Et du coup, là, je comprends qu'il faut que j'aille plus loin, qu'il faut que j'accélère, qu'il faut que je travaille ça. Et donc, j'ai un metteur en scène, puis un nouveau. Puis, voilà, après, c'est le bouche à oreille. Ça prend beaucoup de temps. Les conférences, voilà, il y a un rythme. Quand le bouche à oreille, ça peut être très, très, très long. Mais genre une date énorme à Bordeaux en août 2019. Je vais intervenir pour la 25e université homme entreprise du CK, un organisme de formation bordelais. Il y a 500 personnes dans la salle. Et je fais l'ouverture des 2 jours de conférence. Il y a 10 conférenciers qui sont sur l'événement. Et là, waouh! En fait, voilà, là, je comprends que voilà, il s'est passé quelque chose ce jour-là. Et puis, voilà, des rencontres. Christophe Delachaise, le patron, l'organisateur, qui est super fan. Et du coup, je me dis non, il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Faut travailler le truc. Et voilà. Ok. Alors, aujourd'hui, c'est quoi tes conférences? Qu'est-ce que tu y fais? Parce que moi, j'ai regardé un peu ce que tu faisais et les conférences que tu m'as... Enfin, la conférence que tu m'as partagée. Mais les gens qui nous écoutent ne sont pas forcément familiers avec ça. Est-ce que tu peux, pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, dire qu'est-ce qu'on retrouve dans tes conférences et en gros, qu'est-ce que tu vends et enfin, surtout, qu'est-ce que les gens achètent? Ce que les gens achètent, ça peut être de l'inspiration, une bulle d'oxygène, quelque chose de décalé, quelque chose d'inattendu. Quelque chose de, j'ai presque envie de dire, un peu jamais vu. Quelque chose où on sort des sentiers battus. C'est-à-dire que si le message phare d'un chef d'entreprise, c'est il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on change notre dynamique, il faut qu'on fasse évoluer nos process, il faut qu'on se mette autour de la table pour penser différemment. S'il fait toujours pareil que ce qu'il fait depuis des années dans ses séminaires, ses équipes, elles peuvent lui dire vous êtes bien gentil, mais à un moment, il faut montrer l'exemple. Et donc, c'est là que je peux rentrer en scène. Sur le côté, ok, vous voulez que vos collaborateurs tentent des coups de poker, qui fassent des choses un peu différemment. Peut-être que nous, en tant qu'organisateurs d'événements, de séminaires, on réunit l'équipe, peut-être que nous aussi, il faut qu'on fasse un coup de poker. Et donc souvent, je suis l'invité mystère. C'est-à-dire que personne ne m'attend, il y a une réunion obligatoire, c'est le séminaire de rentrée, la convention de septembre, ou peu importe. Et voilà, 14 à 15h30, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a un intervenant extérieur, mystère. Et il y a une estrade en plein milieu de la scène. Le midi, j'installe ma scène qui fait 1m40 de haut, 1 mètre par 2 mètres, elle est toute petite. Et puis, tout le monde se dit, c'est un magicien, c'est une évidence. Et voilà, j'arrive sur scène, bonjour à toutes, là il y a 5 minutes mais où va-t-on? Je comprends pas du tout pourquoi ce mec nous parle de vertu du déséquilibre, qu'on a besoin justement de déséquilibre pour avancer. Et puis à un moment, je dis que le mieux, c'est de proposer une expérience. Je suis psychologue cogniticien, et que pour avancer, pour comprendre, on a besoin de vivre les choses. Et là, je vais chercher mon meilleur allié, le vélo le plus rapide du monde, le vélo de mes rêves, je le présente. Je demande à quelqu'un de me permettre de monter sur la scène. J'arrive là-haut, je monte en équilibre, et tout le monde se dit, soit que je vais tomber, soit que ça va durer 3 minutes. Voilà quoi. Et en fait, je tiens 1 heure, 1h15 sur le vélo. Et du coup, il y a plein de messages associés. Où je ne vais pas forcément mettre de mots. C'est du vécu, c'est une expérience. C'est ça que je propose. Je propose l'expérience du track stand, d'équilibre statique. Où en fait, je suis en sueur au bout de 10 minutes sur le vélo. Je suis traversé. Les mecs se disent, waouh, en fait, un mec qui fait du surplace, il peut faire beaucoup d'efforts. Donc, tu vois, il y a des messages cachés de c'est pas parce que tu bosses beaucoup que tu vas loin. Le but, c'est de mettre son énergie au bon endroit. Le but, c'est d'être efficace.
c'est de prendre ce recul pour se dire, mais ok, là j'ai l'impression d'avancer, ça c'est clair, mais est-ce que c'est la manière la plus rapide d'aller au bout? Et il y a un moment fort dans la conférence où je suis donc assis sur la selle, et là je dis aux gens, je sais pas si ça se voit, mais c'est chaud là. Ils me disent, ouais. Donc hop, je mets un coup de mouchoir, et puis je leur dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus simple de tenir en équilibre? Puis il y en a un qui peut me dire, peut-être les pieds sur la roue avant. Et là je montre que dans les changements, dans les transformations, parce qu'on en vit tous au quotidien, le monde s'accélère, la société se transforme, et ben parfois on fait de mauvais choix. Tu mets les pieds sur la roue avant, tu dis, oh non, c'était pas la bonne idée. Sauf que parfois dans ces choix, tu peux plus revenir en arrière. T'as l'impression, quand je suis descendu les fesses sur le cadre, les pieds sur la roue avant, que je peux plus remonter. Et là je dis, vous, dans votre quotidien, peut-être qu'en fait c'est pareil. Vous avez fait un choix, il y avait 2 directions, et une fois que vous avez pris une des 2 directions, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc, comment vous faites? Vous cherchez des solutions avec les nouveaux éléments. Et que dans ces erreurs, si vous vous dites, mince, là, ça ne se passe pas comme prévu, peut-être que vous allez découvrir que, oui, ça ne marche pas comme vous le pensiez, mais que ça peut marcher autrement. Et là, je continue à m'avancer vers l'avant du vélo. Je mets les pieds dans les bâtons de la roue avant, je m'assois sur le guidon, et puis à un moment, on se dit, waouh, en fait, c'est une évidence. Ça marche. Et j'aime bien montrer cet écart qui existe entre la théorie et la pratique. Sur le papier, assis sur la selle, c'est le plus ergonomique, c'est le plus évident. Tu le fais et tu te rends compte que non. Mais il a fallu que je pose pied à terre, il a fallu que je chute, il a fallu que je fasse du chemin. Et il a fallu que je sois champion du monde de ma discipline pour découvrir cette figure. Donc j'aurais pu être dépassé par des petits jeunes. Et ça qui est intéressant, c'est l'importance de l'humilité. Donc c'est ça que je montre dans la conférence, c'est qu'en fait, on a besoin de s'écouter les uns les autres, on a besoin de communiquer, de se mettre autour de la table, de créer une sorte de pyramide des priorités. Parce qu'en fait, il y en a qui, les priorités du service sécurité vont peut-être être contradictoires avec le service production. Et du coup, il faut qu'on se mette autour de la table. Mais dans cette pyramide, on va privilégier un aspect sur l'autre. On va dire non, là, il y a beaucoup trop d'accidents en ce moment, donc la sécurité avant tout. Ou sur un autre sujet, on va se dire, tel secteur, ok, vous, on va revoir vos objectifs parce qu'effectivement, c'est telle autre entité qui doit passer à la vitesse supérieure. Et en fait, j'essaie de montrer que si on communique, effectivement, il y a des conflits, mais qui ont aussi potentiellement plein de vertus, qui favorisent la communication, qui favorisent l'émergence d'idées nouvelles, d'innovations, etc. En fait, on avance beaucoup plus vite. Et ce que je trouve fou, c'est qu'effectivement, c'est des messages que tu pourrais faire passer sans le vélo. Mais ce que je remarquais dans ta dernière conférence, dont, si tu m'autorises, je partagerai le lien, si tu m'autorises. J'ai pas le droit. T'as pas le droit, ok, pas de souci. Après, je peux voir avec certains clients s'ils peuvent me donner le droit. Et donc là, ce sera tout à fait possible. Ok, donc pas ce coup-ci, mais on verra. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un avant et un après le moment où tu amenais le vélo. Il y a un peu ce côté où le vélo, c'est vraiment le icebreaker, quoi. Complètement. Et de la même manière que le vélo te permettait de rentrer plus facilement chez les gens, on sent que quand tu es sur tes 2 pieds, les gens se disent ok, qu'est-ce qu'il fait? Il y a même peut-être un petit peu où ils se disent qui c'est ce guignol, quoi, parce qu'on ne connaît pas, ou tu vois, enfin voilà. Et qu'à partir du moment où ils te voient sur le vélo, ils font ok, d'accord. Donc là, on a compris qu'il y a quand même vraiment quelque chose d'unique. Et ce que je trouve intéressant, c'est ces messages que tu fais passer, que tu pourrais très bien faire passer sans le vélo, mais j'ai l'impression qu'ils passent quand même beaucoup mieux avec le vélo. C'est mon point de vue, complètement. Pour moi, le vélo, il transforme toute l'expérience. C'est-à-dire qu'au début, je suis un invité mystère. Pendant les 3-4 premières minutes, tout le monde se dit, mais où est-ce qu'on va aller? Je comprends pas. C'est perturbant et c'est volontaire. Le but, c'est que, justement, la personne s'ouvre et se dise, s'il est là, peut-être qu'on va quand même apprendre des petites choses. Et puis après, le vélo arrive, il y a quelque chose, et puis quand je monte dessus, là, il y a une tension, il y a quelque chose. Et là, j'aime bien, justement, ce côté tension, où tout le monde se dit, mais il va tomber. C'est pas, en plus, je suis là-haut. Tout le monde se dit, mais il va tomber de là-haut. Et donc ça, c'est drôle.
Bon, on partagera pas d'idées, mais Si, je peux voir si je peux la trouver. Mais on verra ce que tu fais. Tu nous feras une petite démo à la fin de l'épisode. J'aimerais glisser sur un autre aspect, plutôt sur le vélo. Alors pourquoi ce vélo en fait ? Pourquoi le vélo le plus rapide du monde alors qu'en fait tu fais du surplace ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Ça sert à rien. Mon objectif, c'était d'avoir le vélo de mes rêves pour rouler au quotidien. Et je me dis toujours qu'il y a plusieurs moyens d'atteindre ces objectifs. Tu peux gagner de l'argent et t'offrir le vélo de tes rêves. Tu peux faire autrement et chercher à être sponsorisé. Et du coup, officiellement, je l'affiche auprès de Look, Corima, en disant je veux ce vélo pour mes conférences, pour quand je passe dans les médias ou quand je fais des TikTok, pour vous. Mais la réalité, c'est pas comme ça que je le vis. Moi, je me dis, c'est que mon objectif, c'est que quand je vais acheter ma baguette de pain, je veux avoir le vélo de mes rêves. Quand je vais me promener autour de chez moi, voilà, je trouve ça magique de pouvoir me dire, waouh, François Pervis, c'est sur ce vélo qu'il a battu le record du monde ou le présent modèle, mais c'est l'équivalent. Voilà, j'ai gonflé mes boyaux à 11 bars et là, j'ai l'impression d'être sur la piste, les sensations, je suis transporté, quoi. C'est extraordinaire. Et du coup, ouais, mon objectif, c'était ça. Et là, je me suis dit, si j'étais sponsorisé. Et après, je peux l'utiliser en conférence. Là, il est réglé pour rouler. Hier, j'ai fait 20 bornes avec. Voilà. Et donc, il roule pour de vrai. Voilà, au Japon, j'ai fait 500 bornes avec ce vélo. Voilà. Ce vélo. Ce montage, ce ratio, tout comme ça. Et du coup, voilà, les conférences, la réalité, c'est que c'est secondaire dans la préparation, dans le ratio, voilà. Et en 2015, faut que je te raconte cette anecdote parce que je la trouve quand même assez marrante. En 2015, je me retrouve en février, je suis pendant mon Tour de France des communautés insolites. Et grâce à mon fabricant de voitures électriques, je suis invité, je me retrouve au championnat du monde à 50 ans en Yvelines de piste. Et là, il y a François Pervis qui gagne un titre de champion du monde. Je vois tout le monde trinquer à l'espace VIP, moi je suis juste à côté. Et puis, puis un serveur vient me voir. Monsieur, c'est bon. Là, il y a François Pervis qui vient. En gros, c'est grâce à François que j'entre, grâce à sa victoire, j'entre dans l'espace VIP. Je trinque. Puis là, il y a un monsieur qui me reconnaît. Tu fais du surplace ? Didier Glaise, je suis le président du Sorès Vélo Club. Je viens de partager ton passage sur France 3 sur ma page Facebook. J'étais au fou 2 ou 3 semaines avant en Bretagne. Je suis passé sur France 3 Région, puis relayé sur France 3 National. Il relaye ça sur Facebook, et du coup, il me reconnaît. On trinque, hop, bravo François, machin. Et puis là, il me dit, qu'est-ce que je pourrais t'aider à faire ? Je dis, mon rêve, c'est de rouler en Look. J'aimerais avoir un L96. Et là, il me dit, ça tombe bien, ils ont un stand. C'est la seule marque qui a un stand. Puis viens, je t'emmène. Hop, on passe tous les trucs de sécurité grâce à lui. Sur la route, c'est quand même assez amusant. On croise un certain Daniel Ball. Bonjour, je te présente Daniel Ball. Bonjour. Je suis dirigeant d'une grande banque française. Ah ouais ? Laquelle ? Moi, je lui demande naïvement. Et il me dit le Crédit Mutuel. Je dis, vous pouvez pas me sponsoriser. Quoi ? Je peux pas vous sponsoriser ? Comment ça ? Je dis, oui, mes 2 parents ont fait leur carrière au Crédit Mutuel, du coup, vous sponsorisez pas les enfants de collaborateurs. Je dis, envoyez-moi, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Envoyez-moi un email. Et là, je lui ai écrit, et en fait, c'est passé par son directeur de région, Monsieur Babel. Et ils m'ont sponsorisé pour partir en Australie 2 mois plus tard. Et donc là, j'ai gagné mon titre de champion du monde. Ils m'ont sponsorisé pour aller au Canada en 2017, pour aller en Indonésie et battre le record du monde d'endurance en 2019. Donc en fait, ça a été un partenaire extraordinaire pour moi. Et grâce à quelques foulées à Saint-Quentin, on arrive devant le stand de Look.
Et puis là, je fais une photo, machin. Je prends les coordonnées du responsable sponsoring, Raphaël Jeune. Et puis je l'appelle au mois de juin. Je lui dis voilà, moi mon rêve c'est le L96. Puis là il me dit mollo, hein, champion de surplace, voilà, ça va pas très loin. Il me dit bon, là il y a le Tour de France, je prépare ça, donc j'ai pas de temps à te consacrer, mais rappelle-moi en septembre, mais voilà, rêve pas trop. Et là j'arrive sur le Tour de France et je vais distribuer des cartes de visite partout autour du village départ. Tout l'espace fermé en fait VIP, et je dis aux gens, si tu croises le producteur de France Télévisions, tu donnes ma carte de visite et tu dis que je fais des striptease à vélo, qui m'appelle. Des striptease à vélo. Voilà. Et là, je sais pas, peut-être 5 jours après, il m'appelle. Oui, bonjour monsieur. Il va falloir arrêter de distribuer des cartes de visite parce que là c'est la 3e qu'on me donne. Il n'y a pas de striptease sur France Télévisions, donc arrêtez. Et là, qu'est-ce que je lui dis? Il dit non, monsieur, on s'est mal compris. En fait, je suis en tenue de vélo dessous. Et du coup, je retire mon jean sur le vélo. Voilà, c'est unique au monde. Et le mec, il me dit ouais, ok, je prends rendez-vous avec Laurent Luyat et Cyril Ferraud. Et puis derrière le camping-car, vous pouvez leur faire une démo. Vous êtes là dans les Pyrénées tel jour? Je dis ok. Hop, je suis là derrière le camping-car, c'est trop drôle. Je fais le show. Puis ils disent ah ouais, excellent. T'es là le 20 juillet à Gap, c'est bon? Ah ouais, on a un trou. Ah ouais. Et je me retrouve en live sur France Télévisions, France 3, devant plus d'1 million de téléspectateurs. Je fais les striptease en moins de 2 minutes, c'est le challenge. J'ai 2 minutes, un chrono, et puis on voit, je retire la chemise, les chaussures, les chaussettes, le jean. Et là, waouh. C'est trop marrant. Et moi, je m'éclate. Et du coup, il fait ma pub, et il dit que je dors chez l'habitant. Du coup, je vais dormir chez l'habitant à Gap. Voilà, je continue mon tour de France. Et du coup, je fais la pub pour mes réseaux sociaux. Voilà, ça fait monter le truc. Je gagne des centaines, des milliers de fois. J'ai énormément de followers par rapport à mon stade de l'époque. Et puis, voilà, ça grandit comme ça. Et puis, arrive septembre. Oui, Raphaël, c'est Clément. Alors, du coup, le vélo. Et là, il sait que je suis passé à la télé, il en a entendu parler. Et en fait, c'est parti. Je reçois en novembre le L96, le vélo du record du monde de vitesse de François Pervis. Et là, je me dis, waouh, extraordinaire. Et en fait, tous les ans, je vais avoir un nouveau look depuis. Ok. Donc ça y est, t'as gagné le droit d'avoir un nouveau destrier chaque année. Très bon. Tu nous as parlé un peu de réseaux sociaux et TikTok. J'aimerais qu'on fasse qu'on passe un petit peu de temps là-dessus parce que tu es très actif sur TikTok. Par phase. Par phase, ok. Mais tu crées quand même beaucoup de contenu et t'as quand même pas mal de vues. J'aimerais comprendre en fait ta relation aux réseaux sociaux et on va dire plus particulièrement à TikTok, parce que en fait toi aujourd'hui tu touches une clientèle qui est une clientèle B2B, enfin de professionnels. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'être sur les réseaux sociaux et sur TikTok qui est un réseau social qui est pas véritablement fréquenté par tes potentiels clients? C'est important d'être sur les réseaux sociaux pour maintenir un lien avec les personnes qui me connaissent ou des personnes curieuses qui du coup me découvrent. Donc pour moi ça c'est indispensable, c'est essentiel aujourd'hui. Après, pourquoi TikTok? J'ai un collaborateur communicant en 2020 qui me dit ouais, il y a ce nouveau réseau qui sort, il faut que tu crées un compte. Et en fait, première vidéo, on fait 100 000 vues. Deuxième vidéo, on fait 400 000 vues. Waouh, là, je me dis, oh, il y a un truc à aller chercher. Et puis après, ça s'est calmé. Du coup, j'ai mis un peu ça de côté. Et je rentre de New York. Je suis parti avec mon caméraman. On a fait de belles images. Mais je ne me rendais pas compte que ça pouvait faire des vues. Et en fait, un jour, je poste une vidéo où je lance ma roue avant. Je suis à Manhattan, je suis à Times Square. Costume, cravate, je lance la roue avant. La vidéo fait 40 secondes, on accélère parce qu'elle tourne pendant 7 minutes, plus de 7 minutes. Et là, je dis, bah voilà, une Corima, ça peut tourner pendant 7 minutes 42, je sais plus.
Et, On mettra le lien de la vidéo dans la description de l'épisode. Et en fait, la vidéo, elle fait plus d'1 million de vues. Après, je la poste sur Instagram. Et, euh, et là, j'ai halluciné. Je me suis rendu compte qu'avec rien, on pouvait faire beaucoup si c'est bien orchestré, si c'est bien amené. Et là, j'ai commencé à mettre un petit peu d'énergie dans les réseaux. Surtout, qu'il m'est arrivé un événement qui m'a fait marrer, c'est que ça doit être le 13 février l'an dernier, j'ai une séance photo avec un photographe. Et donc on est en Bourgogne, on est dans mon coin, et arrive le soir, il est 17h30, et là on se dit je vais faire une vidéo en costume cravate, sans roue avant, et faire un wheeling. Donc j'ai un vélo préparé avec du coup un ratio spécial, parce que là j'arrive pas à lever la roue avant. Et donc j'ai un R96, donc j'ai un vélo qui a fait les JO de Rio, le même modèle en tout cas. J'ai pas de roue avant et j'ai oublié que j'en ai pas fait depuis belle lurette. Et en fait, pour m'élancer, je peux pas m'élancer tout seul et je suis dans un endroit où je suis dans mon village et j'ai rien pour me lancer. C'est-à-dire que je suis le long du canal, les arbres sont dans l'herbe et je suis hyper embêté. Je peux pas partir du photographe parce que je peux pas partir faire demi-tour sur la largeur d'une route. Et là, je descends de la voiture. Et il y a un mec qui me dit « Oh, c'est toi qui fais des TikTok ?» Et là, j'hallucine, en fait. Je suis en mode chez moi, je croise un mec que j'ai jamais vu, et il me reconnaît grâce à TikTok. Et là, en fait, je vois que quand tu fais 1 million de vues, eh ben, c'est pas anodin. Parce que 1 million de vues en France, si tu te dis qu'à cette époque-là, la moyenne d'âge des mecs sur TikTok, c'est les 15-25 ans, en fait, 1 million, j'ai peut-être été vu par... un mec sur 3 entre 15 et 25 ans. Donc, genre, à ce moment-là, c'est incroyable. Et il me reconnaît. Du coup, je lui dis, excuse-moi, j'ai besoin d'aide. Il est avec 2 copains. Et du coup, ils vont faire mes assistants. Et je vais pouvoir faire ma photo que je vais diffuser après sur Instagram. Et je la trouve magique. Et c'est là l'impact de TikTok sur mon quotidien. C'est que je range mon vélo dans un parking, il y a un mec qui me poursuit. Waouh, je te suis sur TikTok, c'est extraordinaire ce que tu fais, continue, garde la pêche. Tu donnes une vibe, une énergie, un truc. Et ça fait plaisir, parce que c'est gratuit et ça fait Mais bien. Au-delà du plaisir, est-ce que ça t'amène, je sais pas, du business, des leads? Alors, le business, les leads, à l'heure où je te parle, zéro. Zéro. Après, la stratégie, c'est du long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est un peu moins le cas aujourd'hui, à l'époque, la personne moyenne sur TikTok avait 15, 20, allez, peut-être 25 ans. Du coup, je me disais, elle peut parler de moi à son père, qui est chef d'entreprise. En disant, tiens, un petit jeune, il fait des conférences, costume, cravate sur le vélo, et tu connais papa? Soit il dit, j'ai un copain qui m'en a parlé, c'est extraordinaire. mais non. Et soit il dit, c'est-à-dire, il donne des conférences. Et là, il peut montrer. Et puis, le jour où il le fait intervenir, il amène son enfant et c'est la fête, tu vois. Ça peut créer du lien aussi comme ça. Et ça m'est arrivé. En fait, j'ai un client, il me dit, j'ai parlé de vous à la maison. Bah, c'est l'inverse, il dit, j'ai parlé de vous à la maison en disant, je fais intervenir un mec, un petit jeune, tiens, en équilibre. Et là, sa fille, elle dit, ah ouais, je le connais, je le suis sur TikTok. Bah, tu veux venir à la conférence? Elle était là à la conférence. Et donc là, c'est intéressant. C'est que je pense que ce papa-là, ça lui faisait hyper plaisir d'avoir sa fille qui vienne. Et je pense que si elle m'avait pas vu sur TikTok, elle serait jamais venue. Donc ça peut créer du lien. Ouais, voilà. Et est-ce que dans la masse des gens qui te suivent, qui voient tes vidéos, j'imagine tu as du bon et tu as du moins bon. Même potentiellement, t'as quoi? T'as des haters ou t'as des gens qui critiquent. Fais du surplace avec le vélo le plus rapide du monde, tu vas voir que tu vas en avoir du haters. Et moi j'adore les haters. C'est quoi les commentaires justement? Qu'est-ce qu'ils te disent ces gens-là? Bah à quoi ça sert? Prête-moi ton vélo s'il te plaît. Moi j'ai une manche de piste. Prête-moi ton vélo. Oh, ou t'as pas honte? J'ai pas honte. je réalise mon rêve, je m'amuse à faire du surplace avec ce vélo, mais la réalité, j'ai pas le droit de le dire, mais ça m'arrive de rouler avec. Bah, je vois pas le problème. Si tu veux ce vélo, organise-toi, discute avec Luke, avec Koriba, fais des choses et sors du lot et
apparaît dans les médias, monte une chaîne, et puis tu verras que ça fonctionnera. Et toi, tu arrives comment tu arrives à prendre de la distance justement par rapport à ça? Toi qui crées beaucoup de contenu, alors régulièrement ou pas, mais en tout cas, tu en crées beaucoup, pour justement garder la distance et pas te faire happer, consommer par la consommation justement de contenu toi-même. C'est un peu lié à l'histoire de timidité dont je parlais tout à l'heure. En fait, tu te rends compte quand tu es timide. J'ai eu la chance d'avoir un déclic où je me suis rendu compte que ma timidité ou le fait en public de ne pas être à l'aise, c'était une construction mentale. Et donc le jour où je me suis dit, c'est pas grave, je peux prendre la parole en public et que personne ne se moque, même si j'ai l'impression qu'on se moque de moi, peut-être que personne ne se moque de moi. Et TikTok, c'est pareil. Le mec, j'ai l'impression qu'il m'en veut, j'ai l'impression qu'il m'attaque, alors que si demain il me croise dans la rue, ça se passera complètement différemment. C'est ça qui est magique. Donc le haters, il est seul derrière son téléphone. Il peut raconter ce qu'il veut. Même au contraire, moi j'en veux des haters, je veux des commentaires de rageux, de personnes qui s'indignent, qui sont pas contentes, C'est comme ça que marchent les algorithmes en fait. Donc j'ai envie de dire, plus je serai provoquant, et mieux ça marchera. Donc j'essaie d'être moi-même et juste, parce que le but c'est pas de faire n'importe quoi. Je sais que si par exemple une fois j'ai dit une connerie sur Elon Musk, la vidéo elle a fait 500 000 vues. Parce que justement les mecs me corrigent. Donc ça c'est cool. Bon, du coup, quand après je me suis inspiré de cette idée sur LinkedIn, là j'ai dit la vraie chose. Parce que j'ai fait cette erreur. Bon, je retire pas les vidéos, donc voilà. Mais c'est comme ça les réseaux. Si tu dis une connerie, ça marche mieux que si tu dis quelque chose de vrai. Donc moi j'essaie tout le temps de dire ce que je pense. Là, voilà, je dis tout le temps ce que je pense, la vérité pour moi, etc. Et de temps en temps ça froisse. Et moi je dis tant mieux. Est-ce que tu penses que le costume joue un rôle justement dans cette perception, dans le fait que les gens puissent te reconnaître, t'apprécier ou pas? Est-ce que tu penses que le costume est un élément constitutif de ton personnage? Totalement. Je suis le mec qui fait du vélo en costard. Il n'y en a qu'un. Donc, moi, je trouve ça génial. Et voilà. Le but, c'est de casser les codes, c'est de surprendre. Et ce que j'adore, là, j'ai fait une table ronde l'année dernière. On est 4 à entrer sur scène. Donc, on appelle maintenant un vainqueur des 24 heures du Mans moto, voilà, Freddy. On appelle Clément Leroy. Hop, on arrive tous ensemble. Et puis, les mecs, ils se disent, mais il y a un vélo là sur scène, il est pour qui? Et il y a une personne qui m'a dit, alors s'il y avait une personne pour qui il était pas là, le vélo, c'était vous. Et c'est ça que j'adore. Puis moi, je me dirige vers le vélo, je le prends. Les mecs, ils disent, mais il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Et voilà. J'ai l'impression que c'est le moment où on arrive à une promesse que tu m'as faite, qui est de voir un petit peu ce que ça donne en vrai. Ça te dit de nous faire une petite démo? Avec grand plaisir. J'aimerais que tu nous montres ce que c'est, qu'est-ce qui se passe pendant les championnats du monde d'équilibre. Puisque, en fait, comme tu as déjà établi un record qui est de 24 heures et 26 secondes, j'ai juste? Exactement. 24 heures, 26 secondes. Il faut que tu nous expliques quelles sont les règles, parce que sinon ça dure indéfiniment, mais ça dure 24 heures. Donc j'aimerais que tu nous montres. Mais là, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai parlé du record, mais on n'en a pas parlé. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo quand même sur le record, parce que je ne peux pas avancer sans que tu nous en dises. Donc 24 heures, 26 secondes sur un vélo. Déjà, comment tu as fait ça?
Et évidemment, j'ai des questions sur la logistique, le fait que, en gros, comment tu te nourris, on est des humains, on a des besoins, tu vois. Donc, comment tu gères ça, comment ça se passe, un record du monde pendant 24 heures? Et désolé pour vous qui nous écoutez, je vous ai vendu la démo tout de suite. Et voilà. Et je me suis rappelé qu'il fallait que je pose la question à Clément, donc voilà, désolé pour ça. Ce que j'aime bien montrer dans mes conférences, c'est qu'en fait, ce record, il semble juste inutile. Je te dis, tenir 24 heures sur un vélo, à quoi ça sert? Et il y en a qui ont commenté d'ailleurs, que ce soit sur les articles de presse ou sur les réseaux, et t'as pas d'autre chose à faire plus utile de ton temps, franchement. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est quand tu te lances dans un projet inutile. Tu te lances dans un... Alors, rarement, il y a des personnes qui me disent je me lance dans un projet inutile. Puisque même moi, en fait, quand je dis ça, en fait, pour moi, il a plein de sens, le record ou la performance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, peu importe les projets dans lesquels on se lance, et ça rejoint une idée que je disais tout à l'heure, on apprend plein de choses. Pas forcément sur l'axe qu'on désirait, mais on peut apprendre sur d'autres axes. Et ça, c'est la même chose dans notre entreprise. Quand on va nous donner une mission, on dit « j'ai pas été recruté pour ça ». En fait, on peut apprendre beaucoup plus justement quand on sort de ce qui était prévu, de ce qu'on désirait. Et en fait, là, on est attentif différemment. On va fréquenter d'autres personnes. On va aborder d'autres connaissances, d'autres compétences. Et là, waouh! Là, on devient plus polyvalent, on grandit. Et mes records de l'inutile, mes performances qui, sur le papier, servent à rien, moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, elles m'apprennent sur d'autres plans. Et ce record de 24 heures, il m'a fait prendre conscience combien notre corps est une machine, en fait. Et que, suivant ce que tu lui donnes comme carburant, derrière, il ne va pas donner les mêmes résultats. Et donc, ce qu'on va boire, ce qu'on va manger, notre sommeil, eh bien, ça va jouer, mais peut-être plus que ce que je pensais. Et ça m'a interpellé. Et puis, je pensais que notre énergie, elle était relativement linéaire. Tu as de l'énergie, tu montes sur le vélo, tu veux tenir 24 heures, ok. Et puis, ton énergie a diminué, à un moment, blackout, c'est fini, tu poses le pied à terre, on regarde le chrono. Pas du tout. Notre énergie, elle est cyclique. Et là, dans le record, c'était génial. Je monte sur le vélo, mon énergie monte. Waouh, je vois mon équipe, les personnes, les témoins du Guinness, le public. Waouh, ça me booste. Et puis, il y a eu des moments un petit peu délicats et ça repart. Parfois, tu n'as même pas mangé, tu n'as même pas bu. Hop, c'est les hormones. Et en fait, c'est ça qui est incroyable. Parfois, la simple persévérance et hop, le temps joue en ta faveur. Et la vie, c'est comme ça. La vie, tu sais pas pourquoi, de temps en temps, elle te met des choses sur ta route, tu hallucines. Je me permets de faire une digression. J'arrive à New York en 2022. Les championnats du monde commencent le lendemain. Je viens de passer 2 nuits chez l'habitant, à Woodstock, quand même, chez les néo-hippies, et à Beacon. J'arrive juste à côté de Manhattan et je commence à sonner dans d'immenses villas, des mansions. Et au bout de 15, voilà, soit elles sont vides, soit je tombe sur un personnel de la maison, soit je tombe sur le propriétaire, mais il n'a pas de temps. Donc c'est vite fait. Et là, après, je me dis, je vais sonner un interphone, ça va être chaud. Ouais. Et là, je sonne, je me dis, second right, 2e étage à droite, ça devrait le faire, il y a de la lumière, la personne peut venir m'ouvrir. Et en fait, je sonne, la porte s'ouvre. Je rentre. First right, pardon, je sonne au 1er étage droite, first right. Je commence à m'approcher de l'escalier, je tourne la tête à droite, et là au fond du couloir, je vois écrit first right sur la porte. En fait, il n'y a pas de rez-de-chaussée aux États-Unis. First right, c'est le premier niveau. J'ai pas sonné là où je pensais. La porte s'ouvre. Et du coup, je rentre avec mon vélo sur l'épaule. Il y a une nana à 40 ans, elle est en train de se brosser les dents, c'est un sketch. Elle disparaît dans la salle de bain. Elle revient. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Moi j'hallucine, c'est le monde à l'envers. En fait, je sais pas où dormir ce soir. Si vous m'hébergez, je vous fais une démonstration d'équilibre à vélo et je vous offre le champagne. La nana, elle me dit ouais, why not? Et là, je lui dis je vous ai pas tout dit. Je suis avec un caméraman. Je dis, mais il est où? Et là, j'ouvre la porte. Lucas, Anna. Et là, elle me dit, il dure combien de temps ton show?
Et je dis 20 minutes. Elle me dit ok, tu montes au 4e, tu fais le show pour mes 2 enfants, moi j'explique à Lucas où est-ce que vous allez dormir. Et là, elle va nous prêter un appartement de 100 mètres carrés, 2 chambres, 2 salles de bain. Et elle rajoute, vous êtes à New York jusqu'à quand? Je dis, bah, les championnats du monde commencent demain. Et lundi, on s'en va. Elle me dit, bah, je peux vous le prêter 5 nuits, c'est bon. Et on s'est fait offrir un appartement pendant 5 nuits. Et je vais décrocher derrière à New York mon 6e titre de champion du monde, un peu grâce à Anna. Et c'est ça que j'aime témoigner dans mes interventions, c'est que parfois tu y crois pas, parfois c'est pas possible. Parfois tu l'as même pas imaginé, là je l'ai même pas imaginé. Et le seul soir, dans mes 350 soirs à sonner chez l'habitant, le seul soir où j'ai besoin de dormir plusieurs nuits au même endroit, il y a cette femme qui me le propose. Et pour moi, c'est ça la magie de la vie, c'est que tu t'y attends pas. T'as osé jouer avec justement le hasard, les heureux hasards, faut les déclencher. Et c'est dans ce déséquilibre en fait que tu renforces ton équilibre. Ça, c'est un message fort de ma conférence. C'est que si tu restes dans ta zone de confort, ben, voilà, et tu as besoin de tanguer. Si on revient sur 2 minutes sur le record en lui-même. Donc, digression, tu t'avais prévenu. Donc, 24 h 26 secondes, comment tu fais ça? Enfin, comment ça se passe d'une manière logistique? Allez, en 2 minutes. Ce qui est chaud, c'est la nuit. Okay. J'ai fait un record du monde en 2017, j'ai tenu pendant 15h27. 6h04, 21h31, du lever au coucher du soleil, symboliquement, pour la journée mondiale des Mickey. Et en fait, derrière, à 21h30, t'es mort. Tu t'es levé à 3h pour être à 6h sur le vélo, ça marche pas d'aller plus loin. Donc là, je comprends ce jour-là qu'il faut commencer par la difficulté. Il faut être en pleine forme le soir, tu commences par la nuit, puis après, passer 9-10 heures du matin, t'as les hormones qui t'emmènent au bout normalement. Et en fait, je me suis entraîné la nuit, et puis j'ai fini par, ça je l'ai dit à personne, je me suis entraîné 24 heures chez moi, après une nuit de 4 heures. J'ai dormi 4 heures, le lendemain soir à 19h, je suis monté sur le vélo, j'ai tenu 24 heures. Du coup, un mois après, je me suis dit, je suis prêt. Je suis monté sur le vélo à Albi pour la journée de repos du Tour de France. Les coureurs ont passé la ligne d'arrivée à 17h16, je suis monté sur le vélo aussitôt, et c'est parti. Et là, de 22h à 2h, ça devait être chaud, d'après mes entraînements. Ce jour-là, il y a l'excitation, rien du tout. Nickel, le mur, je le passe tranquille. Et là, à 5h du matin, ça devait être tout aussi chaud. Là, en revanche, ça a été 10 fois plus chaud qu'à l'entraînement. Je passe la difficulté. Et en fait, derrière, passer 9-10 heures, je pensais que ça allait être plus simple. Sauf que j'ai tellement discuté avec les témoins du Guinness qui se relayaient tous les 2 heures, donc il en fallait 24, puisqu'il en fallait 2 en même temps. C'était une vraie hyper compliqué. Et j'ai discuté avec le public. Et donc, je mangeais, j'avais de l'eau, des amandes, voilà, des fruits secs. Et en fait, au bout de 20 heures sur le vélo, là, je suis crevé, là, je suis rincé, c'est dur. Mais je vais tenir bon, je vais discuter avec le public. Je vais faire des figures que je pourrais te montrer. Et pour justement pas avoir de crampes, bouger sans cesse. Et ça va le faire. Et ce qui est drôle pour les besoins, c'est que à 17h, il y a l'équipe de France 2 qui tourne les images. Ils reviennent à minuit. Ils me disent, Clément, on parle aux Albigeois là, de ton record. Mais en fait, personne n'y croit. Parce que tout le monde croit que tu descends pour aller aux toilettes. Ils me disent, il nous faut les images. Ok, d'accord. Et 2 fois durant ce record, j'ai mon équipe qui va mettre des draps. J'étais sur une scène assez haute. Ils m'ont surélevé les draps pour que les témoins du Guinness voient que je posais pas le pied à terre. Et du coup, j'avais une bouteille. Et j'ai réussi à aller au bout. Donc, 24 heures, 26 secondes. Là, j'ai tenté une figure un peu délicate. J'ai posé pied à terre. C'était le contrat, en fait, de descendre au bout de 24 heures. Et voilà, record battu. Je l'ai encore à l'heure où je te parle. Et j'attends mes concurrents. Donc, si jamais l'un d'entre vous qui écoutez souhaite m'affronter, je vous attends. Parce que moi, le lendemain, je remonte sur le vélo. Il est chaud. Il est chaud, Clément. Bon, Clément, c'est l'heure. C'est l'heure. On va passer à la démo.
Donc j'espère que vous qui nous écoutez, eh ben, vous avez YouTube parce que Ah je oui, vous invite c'est mieux. à quand même regarder ça en vidéo. Et puis pour ceux qui nous écoutaient, pour ceux qui nous écoutent plutôt, pardon, bah, sachez que Clément va commenter ce qu'il fait, hein, puisqu'il va nous raconter un peu ce qu'il fait, comment il le fait et pourquoi il le fait. Donc Clément, c'est parti. C'est parti. Allez. Allez Clément, je te laisse prendre ton vélo. Clément, tu peux expliquer ce que tu fais. Eh bien, me voilà en équilibre, en track stand. Donc de la traduction de l'anglais debout sur la piste. Donc ça vient de la piste à l'origine. Où l'objectif en poursuite, donc en duel, c'était de commencer le duel derrière pour que dans le dernier virage, on puisse doubler son concurrent grâce à l'aspiration. Et en fait, la figure de base, c'est l'équilibre statique pour justement être sûr de pouvoir commencer derrière. Et les coursiers à vélo à New York ont commencé à utiliser ce même type de vélo, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc, naturellement, apprennent cette figure. C'est un peu là le b.a.-ba du coursier à vélo. Donc, au championnat du monde, on est tous sur le vélo comme ça. Et au bout de 2 minutes, on va nous demander, par exemple, comme en 2013, de retirer le casque de coursier, le sac à dos de coursier et le t-shirt. Alors, le t-shirt, c'est chaud, il faut lâcher les mains et fermer les yeux au niveau de la tête. Et au bout de 5 minutes, là, ils nous ont dit qu'il faut retirer les 2 mains. Donc il faut savoir qu'on était une centaine au départ de l'épreuve et plus qu'une trentaine à ce stade de la compétition. Et au bout de 6 minutes, ils nous demandent quasiment l'impossible. Ils nous demandent d'ôter un pied. Et donc c'est ce que je disais, grâce à l'accident, je vais apprendre à tenir avec la jambe gauche tendue. Et pour que vous voyez bien, je peux aussi le faire avec la jambe droite. Donc jambe gauche, ça donne ça. Et jambe droite, si on voit mieux, voilà, je vais tenir en fait. Je vais tenir pendant 30 secondes en 2013 sur un seul pied. Et c'est cette figure qui va me permettre de devenir champion du monde d'équilibre statique. Voilà. Du coup, après, j'ai commencé à travailler d'autres figures. Donc ça, c'est un peu les figures type. Et après, moi, j'aime bien tourner sur le vélo. Et par exemple, je peux venir m'asseoir, comme je le disais, sur le guidon. Les pieds dans la roue avant, en version rapide. Ça donne ça. Voilà. Et c'est ça qui est marrant, c'est que ça paraît très abstrait. Peut-être que tout à l'heure, vous avez cherché à vous projeter et vous ne compreniez pas forcément. Et puis quand on le voit, on se dit, ah ouais en fait, c'est beaucoup plus simple. Je suis comme dans un siège. Et ça qui est intéressant, c'est l'importance dans notre quotidien de tester les choses. Parce qu'il peut y avoir cet écart entre la théorie et la pratique, et donc on a besoin de se rendre compte, vraiment. Et parfois, on découvre justement qu'il y a de très très belles surprises. Et durant ce record, eh bien, sans cesse, pour pas avoir mal, pour pas avoir de crampes, je tendais une jambe puis l'autre. Alors ça, je le faisais pas, mais je peux aussi retirer les 2 jambes. Et puis surtout, j'avais besoin chaque heure de mettre mon poids sur les pédales. Et donc, une seule solution, il fallait que je me mette face au vélo pour mettre mon poids jambes tendues sur les... Pardon, pas sur les pédales, sur mes pieds. Et donc, action. Toutes les heures, je venais passer 2-3 minutes comme ça. J'avais un carré de 10 cm sur 10 cm à la roue arrière. Donc c'était bien chaud, fallait pas que j'en sorte. Et voilà, je me mettais comme ça. Alors je lâchais pas les mains, mais c'est pour vous. Et voilà, je me reposais les jambes comme ça.
Et puis après, je revenais en position. Et pour vous, je vais revenir en position en faisant le tour. Alors là, Clément est en train de se repositionner. Il faut vraiment que vous voyiez les images. Et voilà. Et voilà. Donc, l'équilibre statique à vélo, c'est ça. Et j'aime bien dire que depuis que je fais du surplace, j'ai jamais autant avancé. Et en fait, l'important, c'est justement parfois de ralentir pour se recentrer sur l'essentiel, sur ce qui nous fait vraiment avancer dans la vie. Parce que je suis souvent surpris que ce qui me fait le plus avancer, c'est pas forcément ce que j'avais imaginé. Et justement, dans ces moments de prise de recul, eh bien, parfois j'ai des révélations où je vais me rendre compte qu'effectivement, il y a moyen de faire autrement. Ou du moins de mettre l'accent sur des détails qui font plus de différence que ce que je pensais. Et voilà. Donc maintenant, à vous de jouer. Et j'aimerais terminer par une phrase que je dois à un Norvégien. Parce que l'optimisme, je pense qu'au quotidien, c'est essentiel. Quand on croit en ce qu'on fait, la moitié du chemin, quand on croit en notre capacité d'atteindre nos objectifs, la moitié du chemin est déjà faite. Et il y a un Norvégien, une fois, qui m'a dit, tu sais Clément, tu as parlé du verre à moitié plein tout à l'heure. Eh bien, ça me rappelle ma grand-mère. Elle me disait toujours, si tu vois le verre à moitié vide, t'as qu'à changer de verre. Prends-en un plus petit. Et donc, cette phrase m'a marqué. Merci Clément pour cette conclusion. Merci beaucoup, bravo. Alors ouais, pour ceux qui étaient vraiment en audio, je vous invite à ne serait-ce qu'aller voir la fin de cette vidéo qui va sortir sur YouTube parce que ça vaut quand même vraiment le coup. Bon Clément, merci beaucoup pour ça. Merci vraiment pour... Plaisir partagé. Je pense que tous dans cette salle, on a été impressionnés. Et j'avoue que voir de près, alors j'ai vu tes conférences, mais le voir de près, voir ça, c'est quand même un vrai jeu d'équilibriste où on comprend vraiment ce qui se passe et pourquoi tu arrives à transmettre ces émotions dans tes conférences. Alors, donc où est-ce qu'on te suit? Donc TikTok, on a dit, on mettra le lien dans la description. C'est vraiment LinkedIn où là je suis le plus régulier et où je poste les messages qui ont vraiment de la profondeur. Voilà, LinkedIn, Clément Leroy. Et après, il y a les 3 autres réseaux où je suis présent, c'est TikTok, Clément Leroy officiel, et Instagram et Facebook, pareil, Clément Leroy officiel. Et voilà. Génial. Et alors, dernière question, avant qu'on se quitte. Si tu devais entendre quelqu'un du monde du vélo, quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, dont tu aimerais entendre l'histoire ou le parcours, ou que tu aimerais l'entendre dans Roue Libre, ce serait qui? Là, tout de suite, instinctivement, je le connais un petit peu, mais j'aimerais bien connaître nettement plus sur son parcours. C'est un grand monsieur du vélo, c'est Denis Briscadieu. Et c'est aussi, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi grâce à lui que j'ai un look aujourd'hui. Donc c'est lui qui m'a mis en relation avec Raphaël Jeune, et donc mon partenaire. Et Denis, j'ai travaillé pour lui en plein d'occasions depuis 2014. Je l'ai rencontré dès mon premier tour d'Europe. Et ouais, il est incroyable avec toutes ces entreprises qui gravitent autour du vélo, tout ce qu'il a construit. Et à chaque fois que j'échange avec lui, ouais, y a quelque chose de particulier. Donc j'aimerais bien en savoir plus sur son parcours. Et puis, je dirais Pierre-Jean Martin, l'un des fils des fondateurs de Corima, qui est aujourd'hui directeur de l'innovation chez Look, puisque Corima a été racheté par Look en 2017. Et du coup, le P24 que j'attends, il a contribué à sa naissance. Et ouais, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. Très intéressant parce que je discutais avec Eric Van Averbeek que j'ai tout à l'heure au téléphone et qui me disait: est-ce que tu as les gens de chez Look dans ta liste?
Et ben, Federico Musi est exactement le propriétaire, ouais, patron de Look, et donc Denis Briscadieu, qui évidemment est sur la liste, et donc que j'espère avoir dans Roue Libre très bientôt. Merci beaucoup Clément. Merci Antoine. Merci beaucoup, et merci à vous de nous avoir écoutés et regardés aussi. Et si vous avez aimé ce contenu dans Roue Libre, vous n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir, à Clément et à moi, parce que ça nous aide et ça nous encourage beaucoup. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je me délecte et je prends beaucoup de plaisir à lire vos commentaires constructifs, parfois critiques, mais j'en ai besoin aussi. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, vos vues et votre soutien. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Salut à tous. Salut. Merci Antoine.